Wrestling Clinic, mon cul, d'accord, ok. Ouais. Je reprends. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui sur Wrestling Clinic. Un invité exceptionnel, un globetrotter. Il Bien a sûr, catché. exceptionnel. Arrête de me couper, je suis en train de faire ton intro là. Enfin, c'est pas possible, Laroufa quoi. Bon, bref, bah, voilà, c'est Tom Laroufa sur Wrestling Clinic. Quelqu'un que je porte dans le cœur depuis, allez, une Et semaine. pas, Ça fait combien de temps qu'on se et connaît? pas que dans le cœur. Hein. Euh, Ah, ouais. Et ça y est, t'as fini ton intro, putain, c'est ça que t'as fini l'intro, quoi. Bah, j'ai même pas terminé. De nouveau, tu m'as coupé. Je soulevais la question depuis combien de temps on se connaît. Donc, tu vas pouvoir te présenter rapidement pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas, mais vu que tu es une star internationale, tout le monde te connaît. Tout simplement, mec, on va dire en toute objectivité la plus sincère, le catteur français le plus en vue internationalement aujourd'hui, tout simplement. J'ai toujours en activité, 13 ans de carrière. 13 ans de carrière, j'ai commencé chez Landstorm à Calgary, au Canada, en 2006. Ensuite, 4 ans sur le circuit, enfin un an sur le circuit européen et un peu aux États-Unis. Après 4 ans en France de 2008 à 2012. Signé à WWE NXT de juillet 2012 jusqu'à printemps 2016. Donc j'ai fait un bon 3 ans et demi, presque 4 ans là-bas. De nombreuses apparitions télé. D'abord en tant que manager, j'étais blessé. Puis en équipe avec Marcus Louis, un autre Français là-bas, où on a fait l'équipe des Légionnaires à NXT. J'ai eu la chance, l'immense honneur de catcher aussi à NXT TakeOver Fatal 4-Way le 11 septembre 2014 contre Enzo Amore dans un match cheveux contre cheveux. Le Qui 11 est septembre. 11 septembre 2014, tout comme j'avais commencé l'entraînement chez Lens le 11 septembre 2006. Voilà. Eh ben, Exactement. Le 11 septembre, c'est spécial comme date. Et donc NXT jusqu'en 2016. Après quoi, donc quand on s'est fait libérer de notre contrat, c'est pas vraiment renvoyé, c'est juste désolé les mecs, on n'a plus rien pour vous. Avec Marcus Louis, on est allé regarder du côté d'Impact Wrestling, qui nous ont signé direct en mars 2016 et on a fait une bonne année avec eux, qui a été d'ailleurs un très gros moment et très bon moment de ma carrière, étant donné qu'on était toutes les semaines à la télé, contrairement à NXT, on était une fois toutes les 3 semaines. Et à Impact, on a pu bosser avec des superstars comme les Hardy Boys, on était managé, on a catché contre Al Snow aussi, une autre grosse légende du business quand même. Et voilà, quoi. Donc, voilà un peu pour ma carrière. Donc, salut les fans, là j'ai des coms, allez, j'y vais, ciao, mec. donc aujourd'hui, si tu viens parler sur Wrestling Clinic, c'est aussi pour détailler en exclusivité un petit truc que tu as vécu il y a quelques semaines. Mais suite à ton intro, je vais te demander, je vais te poser une question qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. Quels sont, et alors c'est super vague et je pense que tu peux en parler pendant des heures, mais voilà, c'est pour répondre de manière succincte, on va dire, entre la WWE à NXT, où c'était plutôt du développement et pas trop de télé, et Impact, où c'était beaucoup de télé mais pas trop de développement, quelles sont les différences principales que toi tu as vécues, en tout cas par rapport à ton expérience là-bas? Voilà, bon, alors, je vais répondre à ta question et après, rappelle-moi tout simplement de dire ce que je fais depuis que j'ai arrêté Impact. Parce que j'ai quand même arrêté Impact à fin 2016, début 2017. Donc maintenant, ça fait ouais, 2 ans, 2 bonnes années, 2 ans et demi maintenant que je suis sur le circuit européen. On en reparlera tout à l'heure. Donc, ta question par rapport à, grosso modo, la différence entre Impact et NXT, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, ben, tu sais, j'ai fait plusieurs interviews déjà sur Internet, mais je vais faire la réponse condensée. Euh, la différence principale, même si maintenant c'est différent, parce que NXT a quand même bien évolué comparé à quand j'étais, mec. Je commençais en 2012, hein, donc j'ai été le premier jour du Performance Center. J'ai arrêté en 2016, en 3 ans, et ça a grave évolué, hein, d'après ce que j'en vois sur le network, qu'est-ce que m'en disent les potes qui y sont toujours, quoi. Et donc, la différence principale, tout simplement, c'est qu'à NXT, sans aucune arrière-pensée ou quoi, voilà, tu t'entraînes en fait. On considère que tu n'es pas encore assez bon pour être pro, et donc tu as des coachs chaque semaine qui t'entraînent, tout ça. Donc tu vois, tu es vraiment dans une optique, tu vas à l'école en fait, et on t'apprend le catch, et donc, attention, c'est très bien. Hein, moi, j'ai énormément progressé en m'entraînant en 3 ans et demi là-bas au Performance Center. Et les shows télé, c'est toujours un processus de comment dire d'acquisition de connaissances et de talent, tu vois. C'est-à-dire que même quand tu catches à NXT télé,
NXT TV ou même My Takeover, tu vas revoir tes matchs en vidéo la semaine d'après, le coach va te dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. En fait, tu vois, c'est constamment un processus où tu apprends. En fait, on considère que t'es pas assez bon et donc tu apprends tout le temps, tu vois. Donc, ce qui est totalement vrai de toute façon. Tu sais, dans n'importe quel art, dans n'importe quel sport, tu apprends toujours, tu vois. Tu peux toujours progresser. Donc ça, là-dessus, c'est voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il résonne. Impact, c'était différent. Impact, c'était... En plus, nous, on avait de la chance parce qu'on venait de 4 ans d'NXT. Donc, 4 ans de chaque semaine, tu catches et tu t'analyses tout au millimètre près quasiment dans tes matchs là-bas, à NXT, à la WWE. Et donc, on arrive à Impact. Et là-bas, tu es considéré comme un pro, tout simplement. C'est, voilà, mec, voilà ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Maintenant, démerde-toi, mais fais-le. Fais ton boulot. Et tu vois, c'est vraiment une mentalité totalement différente parce qu'en fait, on avait déjà beaucoup plus de liberté. On avait beaucoup plus, tout simplement, on faisait beaucoup plus confiance. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase qu'on m'a dit lors de notre try-out à la TNA, à Impact, où on arrive, on doit avoir un match en équipe avec Michael, mon coéquipier là-bas, Michael Vierge, Marcus Louis, Baron Dax, et comme moi, il a 300 millions. Et donc, notre try-out, dans tous nos essais à l'Impact, nous, on s'imaginait que ça allait être un match dans les vestiaires. Alors, pas dans les vestiaires, mais dans le ring, dark match, dans l'après-midi, tu vois, genre, devant les boys, devant les catcheurs, sans rien, tu vois. Et en fait, non, au bout de 2 jours de taping, ils nous disent, bon, les mecs, ce soir, vous avez un try-out. On fait, OK, cool. Ils nous disent, voilà, vous aurez 20 minutes et ça sera pour One Night Only. Et One Night Only, en fait, c'est un pay-per-view mensuel de la TNA. Et on fait, wow, putain, en fait, on est resté con parce que, attendez, le try-out, c'est un match télé, c'est un match en pay-per-view en plus. Wow, c'est OK, cool, super. Et en plus, 20 minutes, c'est énorme. Tu sais, 20 minutes de télé, c'est très, très long. Hein. Mais bon, après, sur des pay-per-view de 3 heures, bien évidemment, tu as beaucoup plus de temps. Et donc, voilà. Donc, après, quand notre producteur, c'était Simon Diamond, Pat Kinney. Tu sais, il était Simon Diamond à la OCW. Qui était un petit tape trader, tu devais le connaître. Et je pense que tu dis Simon Diamond aujourd'hui aux fans, il n'y en a aucun qui doit se souvenir de qui c'était. Tu vois. Moi, je me souvenais surtout de lui pour sa musique d'entrée qui était très bien à la ECW. Ah, elle était franchement top, ouais. C'était, ouais. Et puis il avait tout un entourage. Enfin, moi, je les aimais beaucoup en 2000. Il me bien, il me bien. Et il était super bon, super en producteur, il était super cool, il connaissait son métier. Quoi. Alors, est-ce que je peux te couper? Pour les fans qui savent pas ce que c'est forcément un producteur en coulisses dans les shows, est-ce que tu peux définir le truc avant de poursuivre? C'est bon. Alors, je vais finir l'histoire, après j'enchaîne sur ce que c'est. Donc, c'était donc notre producteur, Pat Kinney, Simon Diamond, pour ce match. Et donc, on avait 20 minutes, 8 minutes de promo et 12 minutes de match. Non, 18 minutes, on avait 18 minutes, 18 minutes, ouais. 18 minutes, 8 minutes de promo avec les Bromans, qui était une équipe, Robbie Ike à NXT maintenant. En tant que Robert Strauss, ça y est, il a commencé. Il est manager, il fait The Brand. Et Jesse G, un mec balèze. Bon, bref, très bonne équipe de gentils, de babyface, contre les 2 méchants îles français. Quoi. Donc avant le match, moi je dis au producteur, je lui dis, donc le producteur, en fait, c'est grosso modo, c'est le réalisateur du match. C'est, bon, nous, on prépare le match avec les autres catcheurs, mais le producteur, c'est lui qui est en charge de parler. Déjà, c'est lui qui est au micro avec l'arbitre, qui lui communique les informations, le temps, le time cues, et c'est lui qui est responsable du segment, soit du segment dans le ring, soit du segment micro, soit du segment match, vis-à-vis de l'office. L'office, il va dire par exemple, genre, allez, on a 2 heures de show, on va commencer par un match entre lui et lui. Bon, le producteur, ce sera toi, Al Snow. Ensuite, on a un segment micro de 10 minutes. Bon, là, c'est du micro, donc ce sera plutôt toi, Terry Taylor, tu vois. Et donc, allô, ouais, t'es là ou quoi? Ouais, je suis là, ça a coupé. Ouais, donc, ça a coupé à où, toi? Ça a coupé ou non? On continue. Comme si on était en live, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Allez, ça marche. Et donc, donc, tu vois, les mecs qui montent le show, ils disent, bon, allez, on a ce segment de 10 minutes, toi, tu le prends, Terry. Un match rapide de femmes de 5 minutes, bon, allez, ça, c'est toi qui vas le faire, Gail Kim, tu vois. Donc, les producteurs sont en charge du match, de s'assurer que déjà le match soit bien, que on fasse l'histoire, avancer l'histoire comme on veut la faire avancer avec ce segment. C'est comme, voilà, de toute façon, un showcase, c'est un show télé, hein, enfin, c'est écrit comme un feuilleton, tu vois. Donc, le producteur, il est là pour s'assurer que la trame principale du show soit respectée et que le segment aille dans ce sens. Donc, voilà, producteur, c'était Pat. Et je lui dis, donc, avant le show, je lui dis, pour montrer le degré de liberté qu'on avait à la TNA, qui a l'impact qui était pour nous inédit, et vraiment, c'est tout ce qu'on demandait, quoi. Je lui dis à Pat, je lui fais, ouais, donc,
bah écoute, maintenant, pour ce qui est du match en lui-même, enfin voilà, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse français comédie, français sérieux, ou français arrogant? Parce qu'on peut tout faire, hein, je veux dire. Il suffit de nous le dire, tu vois. En 4 ans d'NXT, dont 2 ans en équipe, crois-moi, on avait fait des tonnes de promos chaque semaine au Performance Center qui faisaient qu'on pouvait faire n'importe quel genre de français. Et voilà, et donc, mais seulement à NXT, voilà, ils nous ont jamais vraiment fait catcher en équipe, c'est dommage, très dommage, parce qu'il y avait un énorme potentiel là-dessus. Donc voilà, donc nous on arrive, là il y a des mecs qui nous disent bon vous avez un match, faites un bon match. Et moi je fais oh ok, ben tu veux qu'on fasse quel genre de truc parce qu'en plus on n'était pas encore signé à l'époque, tu vois. Donc on voulait se faire signer, donc on voulait vraiment faire bonne impression et leur montrer, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse, on va le faire, tu vois. Donc et là donc Pat il me dit à cette question, donc encore une fois quel genre de français vous voulez, on peut tout faire. Il me donne, je te dis franchement, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné en catch, qui était écoute, Tom, te prends pas la tête, vois les 18 minutes qu'on te file comme un entretien d'embauche. Montre-nous pourquoi on devrait te signer. Voilà, montrez-nous les mecs, show us why we should sign you. Voilà, voilà. Et ça a été son truc. Et alors, mec, quand il m'a dit ça, je fais, bah, d'accord, pas de problème, parce que tu vois, et limite, j'en parle, j'en ai la chair de poule, parce que le truc, c'est le meilleur truc qu'on peut dire à un catcheur qui sait ce qu'il fait. Si t'es naze et que tu sais pas ce que tu fais, t'inquiète pas, c'est de la merde, hein. Tu vas paniquer si on dit ça. Quand tu sais ce que tu fais, tu sais catcher, tu sais ce qui marche, le mec il te dit, mec, fais ce que tu veux tant que ça marche. Ok, mec, je vais te balancer ce que je veux. En plus, t'as la chance d'être à la télé, enfin, c'était énorme, tu vois. Et ça, je veux dire, voilà, quand ils nous ont dit ça, nous, avec Mika, on s'est regardé, on fait, ok, d'accord, pas de problème. Et la preuve, donc, on sort un match, et genre, quand on rentre dans les vestiaires après le match, les mecs, ils nous donnent un hug, et direct, ils nous font une proposition de contrat, on est allé signer le contrat, genre 20 minutes après le match, tu vois, à Impact. Donc, tu vois, c'est ça la différence principale entre NXT et Impact, c'est que la WWE, de façon générale, était vraiment dans le contrôle. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler ton perso, ils veulent contrôler quasiment tout. En tout cas, quand tu es au niveau des pâquerettes, tu vois, quand tu es un mec qui débute, voilà. Après, quand tu es un mec comme Randy Orton, Bray Wyatt ou Roman Reigns, tu as beaucoup plus de liberté créative, ce qui est logique. Becky, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, quand je suis allé en Californie pendant les vacances de février, on en a parlé, je lui posais, parce que Becky, pareil, je l'ai vu progresser, hein, je l'ai vu arriver au Performance Center quand c'était encore Rebecca Knox, Rebecca Queen, je l'ai vu, comment dire, euh, cravacher, enfin pas cravacher, mais ramer au début pour vraiment commencer à percer, et puis maintenant la meuf c'est la star numéro 1 de la WWE quasiment, tu vois, donc ouais, quand je l'ai vu en Californie, j'en ai pas parlé sur les réseaux parce que ça sert à rien de dire oh j'ai vu Becky Lynch, ça fait le mec qui se fait mousser, mais là j'en parle parce qu'on parle de ça. Elle me disait que voilà quoi, c'est même bon elle maintenant elle a un peu plus de liberté, mais c'est toujours une bataille. Dès qu'elle se pointe aux enregistrements télé, ça va être un truc genre faut faire plaisir à tout le monde. Stéphanie, Triple H, Vince, les scripteurs, mais d'un autre côté, rester vrai, true to yourself, c'est-à-dire vraiment qui tu es, et ne pas trop te laisser marcher dessus, parce qu'après, si tout le monde te fait faire ce que eux ils veulent, mais toi tu oublies l'essence que tu as à l'intérieur, bah tu vas plus mousser avec les fans, tu vois. Donc c'est VVE, c'est vraiment, tu vois, voilà, il faut vraiment arriver à jongler entre ok ils veulent ça, mais d'un autre côté il faut que je prenne le tout petit espace que j'ai là pour mettre qui je suis vraiment. Et enfin bref, ça peut devenir rapidement un cauchemar ou comme on dit en anglais un mindfuck, tu vois. C'est Ouais. là ton esprit il est complètement, il part en live dans tous les côtés. Alors d'un autre côté, je te dis Impact, les mecs ils me disent voilà les mecs, offrez-nous votre produit, montrez-nous ce que vous valez, montrez-nous le produit que vous nous offrez, et on vous dit si on achète ou non. Tu vois. Et ça, c'était vraiment top. C'était deux visions du catch différentes, ça c'est clair et net, mais les deux étaient quand même très, très intéressantes à vivre de l'intérieur. Ça Et marche. voilà. Voilà. Ça m'inspire un truc là. Donc, toi qui as vu, peut-être que tu n'as pas forcément une réponse précise, mais toi qui as connu Becky C'est Lynch possible pour avoir une depuis réponse. très longtemps, est-ce que tu penses qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs qui ont fait qu'elle a pu progresser? Et si oui, donc quels sont ces éléments déclencheurs? À part évidemment le brawl là, de novembre dernier qui l'a vraiment propulsé. Mais avant ça, est-ce que toi, tu as vu des petits trucs qui ont fait que vraiment elle est passée de trainee à NXT télé, main roster, etc., etc. Alors, pour Becky, tu vois qui c'est Beast, French Wrestling Beast, c'est un autre YouTuber. Julien Lepers, c'est ça? De son fils, c'est le fils de Julien Lepers. Et non, mais ouais, donc tu vois, j'avais fait une interview, j'en avais parlé, bon, je vais reparler de cette histoire. En fait, Becky, on était super amis, mais vraiment super amis, tu vois, parce que
Elle vivait juste en face, dans le même complexe d'appartements, et elle vivait en face avec un autre Irlandais qui était arrivé, qui est reparti assez rapidement, quoi. Et moi, en fait, j'étais allé la chercher à son hôtel pour l'amener à l'appart, juste avant que le Performance Center il ouvre. Donc voilà, on était vraiment très très proches, à un tel point que, en fait, tant qu'elle était vraiment à NXT régulièrement, ben, en fait, on se voyait tout le temps en dehors, on allait prendre un café et tout. C'était vraiment très bonne amie. Bon, elle est toujours, même là, je la vois une fois tous les 3 ans, donc c'est pas la même chose. Et j'espère l'avoir en mai à Aix-en-Provence, j'y serai. Et au tout début, tu sentais que l'office l'aimait pas. Je sais pas pourquoi. Euh, Ça date, je pense, après qu'on ait un peu parlé de tout ça, c'est que ça datait, je pense, d'une vieille histoire sur les indies qu'elle avait avec certaines personnes qui étaient dans l'office de la WWE, tu vois. Donc au début, il aimait pas, tu vois. Et c'était marrant parce que Becky, en fait, autant, bah voilà, tout le monde l'adorait, mais il y en avait un ou deux qui l'aimaient pas. Donc tu vois, elle était rarement sur les live events. Je te parle de ça, c'était jusqu'à été 2014, ouais, été 2014, de juillet 2013 jusqu'à pendant une bonne année, ouais, facile, une bonne année. Ils faisaient rien avec elle. Elle s'entraînait, elle était très très bonne dans le ring, elle faisait quelque chose sur les live events qui marchait super bien, mais personne, voilà, il la faisait jamais catcher à la télé. Et, euh, et en fait, ça n'arrivait un peu où voilà, que même elle se posait des questions, elle se disait putain, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déconne? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc un jour, je me souviens, je venais de faire le. Qu'est-ce que je faisais niveau cheveux? C'était Arrival, ouais, NXT Arrival, c'est ça, ouais, ouais, c'était le tout premier pay-per-view NXT en début 2014, je crois. NXT Arrival sur le network, c'était inédit, tu vois, parce qu'avant NXT, c'est une fois par semaine, ça passait sur Hulu, tu vois, c'était rien d'exceptionnel. Et là, quand Triple H, il arrive en début 2014, en fait, fin 2013, il va nous dire, on vous réserve quelque chose de gros, NXT, il nous disait à chaque fois, et début 2014, il annonce, sur le network, vous allez être live, pay-per-view, on va vous donner la chance de montrer ce que vous allez faire. Parce qu'à l'époque, il y avait NXT qui était le développement, vraiment, et tu avais Raw et SmackDown qui étaient les grosses brands, tu vois, les grosses marques. Là, tu as Triple H qui arrive et qui nous dit, les mecs, maintenant vous allez avoir votre propre pay-per-view. Tous les 3 mois, vous allez être pour 3 heures en direct sur le network. Voilà, c'est votre chance de montrer ce que vous valez, tu vois. Donc nous, quand il nous a dit ça, mec, ça a été un truc, on était là, waouh, putain, ça y est, on commence à être rentré dans la cour des grands, tu vois. Voilà, donc il y avait Arrival, NXT Arrival, c'était le premier pay-per-view. Je sais plus c'était quoi la carte. Il y avait, t'en souviens toi ou quoi? Tu regardais Non. à cette époque? Ouais, ouais, je regardais, mais c'était il y a longtemps, Ouais, hein. C'était il y a plus de 2 semaines, hein. c'est il y a 5 ans. Ouais, 5 ans, il y a 5 ans maintenant. Donc il y a 5 ans, bon, bref, je sais plus c'était quoi. Je sais qu'il devait y avoir Tyler Breeze sûrement sur Emma. Non, non, il était pas encore Tyler Breeze. Non, il était pas encore Tyler Breeze. Il y avait Neville, ça c'est sûr. Peut-être Sami Zayn. Alors, Bon, bref, NXT Arrival, 27 février 2014. La carte, hop, 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 résultat. Cesaro contre Sami Zayn. ouais, ça c'était le main pour le titre. Non, ou non, Mo non, c'était les débuts de Zayn, je crois. ouais, Non, Mojo Riley contre CJ Parker. L'Ascension contre les Tout Cool, putain. tout cool. Paige Ah ouais. contre Emma. Tyler Breeze contre Xavier Woods. Et le main event, ladder match pour le championnat NXT, Adrian Neville contre Combo Bo Dallas. Dallas. C'est ça, voilà. Et ils mettent pas que le dark match, c'était Sylvester Lefort contre Mason Ryan. Ça, ils le mettent pas, tu vois. Non, ils ne le mettent pas parce qu'ils ont mis que les bons matchs sur le truc, là, je crois. Ouais, non, mais j'ai l'impression que le match, de toute façon, était très basique. Non, moi, à l'époque, c'était loin d'être le genre de match que j'aurais fait maintenant. Mais ouais, non, non. Donc, Dark Match, j'avais fait le Dark Match. Et c'est le Dark Match, pour ceux qui savent pas, c'est le match avant le show, avant les shows télé. En général, tu as des Dark Match, qu'on appelle Dark Match. Il y a des catcheurs qui vont faire un match. Et en fait, ils font des tests caméra, des tests lumière pour être sûr que tout aille bien pour le vrai show, tu vois. Mhm. Avec la foule, en plus, la foule qui commence à s'asseoir ou qui est déjà assise quasiment, tu vois. Et donc, le Dark Match de NXT Arrival, c'était Sylvester Lefort contre Mason Ryan. Une autre des raisons qui fait que je suis un catcheur français exceptionnel. Ah non, je rigole. Non, je rigole pas en fait. Bref. Et donc, tu vois, bon, bref, arrive le show se passe et tout. Moi, je suis là, peut-être début 2014, je venais de guérir, enfin, j'étais guéri du genou depuis déjà plusieurs mois. Je commençais à catcher. Je sais que l'équipe française, ils nous avaient dit qu'ils allaient commencer à la faire parce qu'ils commençaient à kiffer ce que nous on faisait et tout. Bah, ça le faisait, tu vois. J'avais vraiment le vent en poupe, tu vois. Et j'étais eu à fond. Et là, donc, je prends mes affaires. Bon, c'était mercredi soir, le Rival. Et jeudi, le lendemain, il y avait les enregistrements d'Alexis TV. Et je vais pour rentrer et tout. Et là, il y a Charlotte qui m'appelle.
au téléphone, elle me dit, ouais, Frenchy, t'es encore là et tout. Et je fais, ouais, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, bah écoute, viens chercher Becky parce que là, je sais que vous vivez dans le même complexe d'appartements, mais viens la chercher parce que ça va pas du tout. Je fais, ok, d'accord, pas de problème. Bon, j'étais à même pas 2 minutes, je sortais du parking de Full Sail là-bas. Donc j'y vais, je vais à côté du resto là où ils étaient. Il y a Charlotte qui m'attend et il y a Becky complètement en pleurs, tu vois, elle est complètement en pleurs, la pauvre. Je la fais monter dans la voiture, je commence à rentrer, je fais écoute, vas-y, prends ton souffle, comment ça va, si tu veux, on en parle, t'es pas obligé de me dire ce qui va pas. Et en fait, voilà, et elle me disait que il y avait eu le soir du show, après le show, il y avait Regal qui était venu la voir, Regal, William Regal qui était un des défenseurs numéro 1 de Becky, c'est un des gars qui l'avait fait signer avec Robbie Brookside. Il lui avait demandé, dis-moi, il y a des gens qui t'aiment pas ici? T'es juste, on lui posait la question, tu vois. Et Regal, c'est quand même un mec qui est très présent dans les meetings, qui est très. C'est une voix que Triple H écoute, tu vois. Quand Regal dit un truc, t'inquiète pas, Triple H va écouter, quoi. Donc, tu vois, et en fait, quand Regal lui a dit ça, Becky, elle a compris direct que toutes ses peurs se matérialisaient, que il y avait vraiment quelqu'un qui l'aimait pas, tu vois. Et voilà, donc, tu sais, c'est ça, elle peut aller chialer, parce que là-bas, je dis franchement, si t'as quelqu'un, surtout quelqu'un de haut placé qui t'aime pas, t'es baisé, hein. Tu feras jamais rien. Et, et donc, ça s'appelle le jeu des politiques, c'est enfin, les politicking des vestiaires de catch, c'est pas une rumeur, ça marche comme ça, quoi. Même si t'es super bonne. Bon, bref. Et donc voilà, donc bon, moi j'étais chaud, tu vois, je savais, je commençais à mousser, je venais de faire le dark match de Rival, j'étais à fond dedans. Donc je lui dis, Becky, écoute, voilà, je vois c'est quoi le problème, écoute, va voir cette personne, encore une fois, je dirais pas qui c'est pas le genre de truc qu'on raconte, mais va voir cette personne, dès lundi, tu y vas, après l'entraînement, tu lui demandes un meeting un à un, femme à femme, face à face ou man to man, vu que c'est très bad. Ah, etc. Ah, Ah. ah bref. Et je lui fais, parle-lui et mets tout sur la table. Tu dis, écoute, je sens qu'on a un problème. Voilà, ben moi je suis là pour essayer de le régler parce que j'aime ce business, j'aime la WWE et je veux apporter tout ce que je peux apporter à la compagnie. Donc, est-ce qu'on peut régler le problème et aller de l'avant et laisser ce qui nous dérange pas derrière? Voilà, tu vois. Parle entre hommes parce que le problème c'est que et dans la vie de tous les jours, de toute façon, même quand tu laisses les non-dits et que tu poses pas tes couilles sur la table, tes ovaires, je sais pas, ça laisse du non-dit et c'est la merde. C'est la merde. Tu vois, je veux dire. Et donc voilà, je lui dis, écoute, fais ça. Et tu sais, elle reprenait ses esprits, elle s'arrêtait de pleurer, elle réunissait, elle disait, okay, ouais, you're right, Frenchie, il m'appelait Frenchie là-bas. Frenchie, et voilà. Et donc, mec, écoute, je dis, elle a fait ça la semaine d'après. Elle me l'a dit, oh, écoute, j'ai fait ce que tu avais dit, voilà, je l'ai fait. Parce que moi, je la faisais chier. Je me dis, vas-y, tu vas le faire, ouais, fais-le, n'hésite pas, parce que je voulais avoir réussi. C'est une amie, et puis elle est très très bonne en tant que catch, elle est très mignonne aussi, et très gentille aussi. Bon, bref, et donc elle le fait, mec, et elle était à la télé aux tapings d'après. Bon, juste dans un match, pas vraiment un squash, un match où elle a jobé contre Alexa Bliss ou je sais plus qui, ou Paige, je sais pas, en tout cas, bon voilà. Mais dès les tapings après, elle était à la télé. Et là, ça a été comme on dit, une meteoric rise. Fuck, en un an, elle a été à Raw et SmackDown parce que je m'en souviens, mec. Elle a commencé à la télé, je crois, le début de Becky Lynch, ça devait être vers mars, avril 2014, quelque chose comme ça. En juillet 2015, elle était sur la route. Je m'en souviens parce que moi, je revenais de ma deuxième blessure au genou et je me souviens, le 14 juillet, j'étais rentré de vacances que j'avais pris en France une semaine en juillet. Et quand je suis rentré, je me souviens, il n'y avait plus sa voiture le matin sur le parking quand on allait s'entraîner, tu vois. Donc, juillet, t'imagines, entre mars, quelque chose, mars-avril 2014 et juillet 2015, elle est passée d'NXT à Raw, où elle a débuté avec Charlotte, Sacha, Bailey, tout ça. Et donc, rien que ça, tu vois, le pire, c'est que c'est vrai, n'empêche. Si on regarde bien, Becky n'a jamais été championne NXT. Hein. Ouais, De ouais, fou, c'est hein. vrai. Un truc de fou, elle n'a jamais été championne NXT, elle a toujours été dans des équipes avec Sacha Banks, machin truc, tout ça, machin truc. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, ouais, bah, c'est vraiment, tu sais, c'est pas une gimmick quand on dit qu'elle a bossé pour y arriver. Je dis, au début, oui, j'allais dire oui, elle avait des gens contre elle. Après, une fois qu'ils ont commencé à voir, putain, c'est vrai qu'elle mousse, c'est vrai qu'elle est bien et tout, voilà, quoi, je veux dire, elle a, elle avait le vent en poupe, mais il a fallu quand même qu'elle se batte. Et après, je connais pas tous les détails, parce qu'après, une fois qu'elle est passée à Raw et SmackDown, j'avoue, on se voyait beaucoup moins. On se voyait une fois par mois, une fois tous les 2 mois, enfin, deux fois par mois maxi, quoi, tu vois. Parce qu'elle a bossé si elle était à Raw ou SmackDown, elle devait bosser du vendredi ou du samedi jusqu'au mercredi matin, tu vois. Donc, moi, toute la semaine, j'étais soit au Performance Center, soit sur les shows en Floride. Donc, tu vois, je veux dire, la cadence, elle est énorme. Donc, on se voyait quasiment plus, quoi, tu vois. Mais quand elle se voyait, ouais, elle disait que, ouais, c'est
le truc, c'est que tu sais, à la WWE, il y a deux solutions. Ça, c'est Norman Smiley qui nous disait ça, il avait totalement raison. C'est, écoute, voilà, comme on dit, tu sais, en anglais, il y a give me the ball, ça veut dire passez-moi le ballon, faites-moi une passe pour, sous-entendu, soit aller marquer un but si on parle de foot, soit aller marquer un touchdown si on parle de football américain. Et le truc, c'est que tu as deux solutions. Soit, on va te dire, soit déjà, on ne file pas du tout le ballon, ça c'est une solution, ou alors tu es dans les vestiaires, tu fais rien, alors là, tu es sûr, tu vas pas y arriver. Soit sinon, tu peux avoir la solution où on te donne le ballon et on te dit, vas-y, maintenant, démerde-toi pour aller marquer. Alors, ça veut dire que si c'est du football américain, il va falloir donner des coups de coude, sauter, éviter les plaquages. Enfin, voilà, il va falloir y aller, mais genre, rien ne garantit que tu vas réussir à y aller, marquer que ce score de touchdown, marquer le touchdown. Ou alors, et là, voilà, ou alors, tu as aussi la solution, tiens, voilà le ballon. Et là, tu vas te demander la question, ouais, non, mais comment je vais faire pour les marquer? Et là, le mec, il va dire, non, t'inquiète pas. T'as juste à courir, t'en fais pas. Donc, tu vois, le truc, c'est que. Et comme ça, bah, c'est le traitement qu'ont certains catcheurs où ils vont avoir encore et encore et encore des chances et ils essayent de tout, par tous les moyens d'en faire des stars. Et d'autres où ils vont leur donner un petit truc, et puis après, du jour au lendemain, soit ça s'arrête, soit ils vont dire, ah non, c'est pas vraiment ce qu'on aime, ou alors tu mousses pas assez, ou voilà, ils vont trouver des trucs, et puis, ou alors tout simplement, ils ont plus de temps pour toi, tu vois. Et je veux dire, moi, nous, c'est comme ça qu'on le vivait là-bas à NXT, tu sais, bon, je pars dans toutes les directions, mais on vivait beaucoup le truc du genre, t'avais un top 15 des mecs qui voulaient à tout prix à la télé, Finn Balor, Kevin Owens, Asuka, Bayley, Sasha, Becky, Charlotte, Mojo, Baron, tu vois, voilà. Donc, tu as le top 15 des mecs qui veulent. Et après, c'est au petit bonheur la chance. C'est genre, bon, bah, ouais, si on a un segment, bah, on t'y mettra. Enzo, Cass, bien sûr, aussi, c'était dans le top 15. Mais après, si t'es pas, dans ce top 15, ça va être dur d'avoir un petit truc à la télé. Tu auras peut-être un match tous les 3 mois. Et je pense pas que tu le gagneras ce match. Tu feras briller justement les mecs du top 15. Mais voilà, c'est tout, quoi, tu vois. Donc, tu sais, c'est très dur hein, comme milieu, la WWE, parce que tu sais, moi, enfin, bon, je m'en fous, je suis pas là pour parler de ça, mais tu sais, on s'imagine que, ouais, lui, il mousse pas parce qu'il est pas assez bon, machin truc, ça a aucun rapport avec ça. Bon, oui, bien évidemment, si le mec il est naze, ils vont pas le foutre à la télé, ils vont pas le laisser. Mais tu sais, combien de fois moi je connais de catcheurs excessivement bons et même largement meilleurs que ce qu'on voit dans les top stars de la télé actuellement, mais seulement comme soit ils étaient pas assez connus sur Internet, ou alors l'office ne voit pas en eux un éventuel visage de la compagnie, bah, il les pousse pas à la manière comme un mec d'un tel talent devrait mousser. Moi, te dis un simple exemple, par exemple, Ty Dillinger, le Perfect Ten, euh, lui, c'est le genre de mec, on était là-bas, mais on comprenait pas pourquoi il faisait rien avec lui. Après, peut-être l'âge il joue, parce qu'il doit avoir un bon 35-36 ans, tu vois. Mhm. Mais quand même, le mec, il a un personnage qui mousse, un personnage qu'il a créé tout seul. Tu crois, moi, ça, c'en était un que pareil, lui, il a cravaché hein, pour faire le ten. Il a vraiment récolté toutes les miettes qu'on lui laissait sur les live events pour essayer de créer ce personnage tout seul qui petit à petit, les mecs qui venaient à Full Sail University, le studio à Orlando où ils font les tapings d'NXT, tous les fans dans la salle d'NXT TV, c'était les fans qui venaient sur les live events en Floride, donc ils commençaient à le connaître, Ty Dillinger, mais Ty Dillinger ne faisait que jobber à la télé. Il faisait que jobber, c'est-à-dire il perdait ses matchs en 2 minutes, tu vois. Mais en attendant, comme tous les fans qui étaient à Full Sail le connaissaient des live events où il avait des matchs de 10 minutes où il faisait ten, même si le mec il était là que pour 2 minutes dans le ring, ben, tu avais la foule qui faisait ten. Et au bout d'un moment, t'es Angoria, t'es Triple H, t'es Bill DeMott, t'es Matt Bloom, tu vois ça, tu fais bon, on va être obligé de faire quelque chose avec lui. Parce que, bon, je sais pas, moi, je n'étais pas dans l'office avec eux, mais t'es obligé t'as un mec que tu fais passer pour, disons, une merde dans le ring. Le mec, il perd ses matchs en 2 minutes, il a aucune offense. Et la foule ne veut qu'une chose, c'est le voir plus en action, le voir mousser, tout simplement. Donc, tu sais, au bout d'un moment, bon, c'est un business, le cas. Tiens, je veux dire, t'as beau avoir tes favoris, tes chouchous. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, merde, peut-être que si on fait quelque chose avec ce mec-là, on va faire de la thune. Donc, faisons-le, tu vois. Donc, ouais, et ça, des mecs comme Ty Dillinger, j'en connais facile une quinzaine en ce moment au PC, encore, enfin, qui y sont encore, de quand j'y étais, tu vois, il y a 3 ans. Mhm. Alors, imagine autant tout ce qui a dû arriver, tu vois. Donc, enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, pour Becky, c'est clair et net qu'elle a dû bosser dur. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment précis? Franchement, je vais te dire, en fait, moi, bon, oui, il y a eu le coup de poing de Naya dans sa gueule, Becky, ça a aidé tout que ça n'a pas aidé parce que ça lui a quand même enlevé un match, un pay-per-view match. Ouais, Mais mais c'est clair. je pense quand même que sans ce coup de poing et tout ça, elle aurait pas eu autant le ralliement des fans derrière elle et tout ça, quoi.
c'est sûr. Mais elle l'avait quand même déjà bien avant, tu vois. Ça a Après, accéléré, on va dire que ça a accéléré le processus, quoi. alors, moi, je dis, ça l'a ralenti, un peu. En fait, ça l'a accéléré, mais ça l'a ralenti en même temps. Parce qu'elle allait quand même main eventer, quoi, sur Survivor Series, c'est ça? Ouais, mais là, c'était il y a 4 mois, je veux dire, on s'en tape, tu vois. Là, sans ce coup de poing, elle aurait peut-être main eventé Survivor Series, mais elle aurait peut-être pas main eventé WrestleMania. Ah, bien évidemment, exactement. Mais sur le moment, crois-moi que quand elle est retirée du main event de Survivor Series, crois-moi que dans sa tête, rien n'est plus sûr, hein. Ouais. Parce que d'un côté, il fout Charlotte à sa place, et c'est ça qui est dangereux à la WWE, c'est que même si tu es au top, enfin, à part que tu sois The Rock ou John Cena, tu vois, mais si tu es au top, mais qu'une blessure vient tout te baiser, derrière toi, tu as au moins 10 mecs qui meurent d'envie d'avoir ta place. Donc, c'est ça le pire, c'est que tu vois, même si, voilà, heureusement qu'elle a bossé sur les réseaux sociaux, elle a bossé par son travail au micro pour garder le following des fans. Parce que, voilà, c'est le truc, c'est se prendre le coup de poing dans la gueule, elle est retirée du main event. Mec, rien ne garantit qu'une fois qu'elle sera guérie, elle sera de retour dans le main event, hein. Peut-être que si Charlotte mouche super bien, qu'elle fait un super match contre Asuka, c'était, je crois, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, imagine Charlotte et Asuka font un super match, ce qui a été le cas en plus, il me semble. T'es Becky, t'es blessé, tu vois ça, tu te dis putain, mais merde, tu vois, parce que ça aurait dû être moi, tu vois, à la place. Et là, je suis peut-être en train de perdre ma place justement pour le main event de WrestleMania, donc crois-moi, ça n'a pas dû être facile. Non, moi, je pense que vraiment, il y avait aussi un autre truc qui m'a mis la puce à l'oreille, comme quoi ils allaient faire quelque chose avec elle, c'est simplement son rôle dans The Marine. Tu sais, dans Mhm. le. Parce que moi, je te dis franchement, moi, je vois vraiment, bah, pour y avoir été 4 ans, je vois vraiment ça d'un point de vue business. Et crois-moi, mec, ils vont pas faire jouer, surtout dans un film avec Shawn Michaels et The Miz, en tant que méchante numéro un du film, une meuf pour laquelle ils n'ont pas de projet. Tu vois. Après, attention, c'est vrai que Becky est une très très bonne actrice. Voilà, elle rentrait parfaitement dans le rôle. Moi, j'ai regardé le film, elle est meilleure actrice que Shawn Michaels est mise dans le film, hein. Je veux dire, je sais pas si tu l'as vu, The Marine, avec Becky. Non, non. Pas mal, vraiment, j'ai bien aimé. C'est un bon petit film, ça cesse de se regarder. L'histoire est basique, mais c'est un film à l'ancienne. C'est comme on regardait dans les années 80, où c'est juste, t'as un film de l'action, du flingage, et puis voilà, tu te prends pas la tête, tu réfléchis pas. Mais Becky, elle dégage vraiment quelque chose dans le film. Et tu vois, donc, oui, bien sûr, ils l'ont signé pour ce film, ils ont fait le rôle pour son talent, mais je pense aussi que, forcément, imagine, tu as un film qui sort avec une catcheuse, quand le film sort, pour faire de la thune, bien évidemment, tu vas la repousser sur le devant de la scène, tu vois. Bah oui. Donc, ça serait complètement débile de faire un film, surtout avec Shawn Michaels et The Miz, avec une catcheuse qui est en train de pourrir au fin fond du vestiaire, tu vois. Donc, tu vois, moi, quand j'ai su qu'elle tournait The Marine, je fais, OK, ça veut dire que quand le film va sortir, ils vont la remettre sur le devant de la scène, tu vois. Donc Mhm. là-dessus, c'est comme ça que je jouais le truc, tu vois. Après, comment elle a fait pour être dans le film, ça, je ne lui ai jamais demandé. Mais bon, elle m'a dit une fois, tu sais que. Parce que moi, je lui avais dit à Becky, hein, moi, tu vois, j'ai jamais eu cette chance, cette opportunité. Hum, je l'ai eu et c'est ce qui m'a fait me faire signer, mais tu vois, j'aurais été à Raw ou SmackDown à l'époque, mais aujourd'hui, ça serait toujours pareil. J'aurais jamais eu peur, ou alors peut-être au début, mais bah les steaks, dans la vie, il faut avoir des couilles, de rentrer dans le bureau de Vince et de lui faire est-ce qu'on peut parler, monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler, tu vois, et lui dire, tu vois, lui dire un truc du genre, ouais, je m'appelle Tom, je suis français, machin truc, je sais qu'un jour, je pourrais être ton champion, tu vois, un truc comme ça. Champion, ou alors si à l'époque, je suis manager, je sais que je pourrais être le manager de ton champion, ou être le manager général de Raw, ça a encore coupé. Ouais, allô, yo, t'es là ou quoi, gros? Yo, ça a coupé, c'est bon, ça a coupé chez toi ou non? Allô, ça coupe, gros. Ça a coupé. C'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Donc, comme je disais, tu vois, moi, j'aurais jamais eu peur de rentrer dans le bureau de Vince à dire ouais, je peux être ton champion, ça c'est clair et net. De toute façon, avant même d'aller à NXT en 2012, je prévoyais déjà cette discussion, tu vois, d'avoir un jour avec Vince, en me dire écoute, mec, je sais que je suis pas, enfin, pas comme ça, mais franchement, ouais, je sais que je suis pas un géant, je sais que je fais pas 2 mètres de haut pour 150 kilos de muscle, mais en attendant, t'inquiète pas, avec ma personnalité, oui, je l'ai fait, et puis j'ai largement l'envie, le talent pour être ton champion, tu vois, un truc comme ça. Parce que si t'as peur d'avoir cette discussion avec le boss, mec, t'as rien à faire à la WWE. Bref, donc je disais à Becky, quand on en parlait, qu'elle était encore à NXT, je lui disais, moi, tu vois, si un jour j'y vais, je lui dis ça à Vince, et elle me dit, ouais, t'as raison, Frenchy, surtout que je vois bien que tu es capable d'avoir cette discussion. Et pareil, quand elle, c'était quasiment sûr qu'elle allait commencer à monter, je lui disais, va avoir ce genre de discussion, parce que c'est ça qui fera la différence, tu vois. C'est que si tu es juste un mec tout gentil qui demande jamais rien, genre, ah oui, oui, s'il vous plaît, voilà, moi, je reste convaincu que dans ce business, il faut avoir des couilles, tu vois, surtout vis-à-vis d'un mec comme Vince qui va aimer ce genre de truc, parce que Vince va jamais, enfin, bon, après, maintenant, c'est différent, le business évolue constamment. Mais à l'époque, je partais du principe que il n'allait pas donner sa ceinture à un mec qui se chie de venir lui parler en face. Parce que si tu te chies de parler à un mec comme Vince, qui reste un homme,
Bon, c'est pas n'importe quel homme, mais voilà, ça reste un homme. Si tu as peur de lui parler en face, bah, mec, tu auras peur de parler devant 90 000 personnes à WrestleMania, tu vois. Donc bon, si tu as peur d'un seul mec, t'as rien à foutre dans ce business, hein, parce que le but de ce business, c'est de se catcher quand même devant le maximum de personnes dans une salle. Donc si tu es intimidé par un seul homme, qu'est-ce que tu feras le jour où je te redis où tu es à WrestleMania devant 90 000 personnes, tu vois. Enfin voilà, c'était ma mentalité. Et je disais à Becky, si un jour tu vas sur la route, fais-le. Et je me souviens que quand elle commençait à y aller, elle m'avait raconté un jour où elle était rentrée, ouais, elle était allée voir Vince dans son bureau et genre limite il avait fermé la porte et je crois elle avait mis le pied en travers, elle fait attends non, non vite, c'est ce que je peux te parler, c'est important. Et il lui avait dit un truc genre putain toi t'es vraiment irlandaise, hein, t'es vraiment têtue. Et comme je crois qu'il est un peu irlandais lui aussi, tu vois, voilà quoi, Mhm. c'est mais respect total, hein. D'ailleurs, son match et le match de Kofi, je crois que c'est les deux seuls vraiment qui vont m'intéresser à WrestleMania cette année. Et encore, je regarde plus trop les WrestleMania, mais je vais sûrement le regarder avec Beast. Et c'est vraiment les deux matchs dont je suis curieux, même si c'est vrai que c'est naze d'en avoir fait un match à trois, mais bon, c'est comme ça. Tout le monde le voyait venir, je pense. Très bien. Alors maintenant que tu nous as parlé de ta grande carrière illustre, on va parler un peu de ton actu. Parce que en exclu, tu vas nous parler de ton petit périple du mois de mars. Est-ce Exactement. que j'en dis plus ou non? Allez, d'une fois, je te laisse la parole. Raconte-nous comment ça s'est passé et puis aussi comment t'en es arrivé là, comment est-ce que tu as eu cette opportunité et puis quelles ont été les grandes choses à en retenir et qu'est-ce que aussi, surtout, tu as appris parce que forcément, en vivant ce dont tu vas nous parler dans quelques instants, on apprend beaucoup de choses, je pense. Voilà, et pour toi qui justement me connais depuis longtemps, tu sais très bien que le Japon, c'était un de mes objectifs depuis le début, hein, de toute façon. Mhm. Avant même que j'aille chez Lens, hein, je pense qu'on en parlait déjà, hein. Ouais, je m'en souviens en 2004-2005, c'était vraiment la période où j'étais à fond sur Puroresu, je téléchargeais les thèmes d'entrée des catcheurs japonais, j'étais à fond sur Liger, Mask et tout, Tiger Mask et tout. Donc non, le Japon, en fait, franchement, quand j'ai commencé le 4, j'ai jamais vraiment visé la WWE, en fait, hein. Je visais vraiment le Japon, le New Japan et tout, quoi, tu vois. Et encore une fois, par rapport à mon gabarit, moi, je visais plus une carrière à la Eddie Guerrero, Chris Jericho, Dean Malenko, ce genre de gars qui sont pas très grands, qui ont nos gabarits, mais qui étaient très techniques et qui ont grave moussé au Japon, au Mexique, avant de percer gros state, tu vois. Donc mi-mars, ben, pour la première fois de ma carrière, j'ai été au Japon catché pour un show le mercredi 13 mars 2019 à Tokyo pour la Tokyo Championship Wrestling, qui est une toute petite fédé qui fait un show tous les 4 ou 5 mois, je crois. Et voilà. Donc, procédons par ordre. J'avais rencontré le promoteur Jimmy Suzuki en 2016, fin 2016 en Allemagne, sur un show de Christian Eckstein. Il était venu, il y avait 3 shows d'affilée, il avait amené un de ses poulains japonais et une autre catcheuse qui catchait au Japon. Et donc, il m'avait vu catcher et tout, et moi, je lui ai demandé à l'époque, en 2016, hein, il y a 3 ans, 2 ans et demi. Je lui dis, ouais, voilà, donc, monsieur, excusez-moi, donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen d'avoir des ouvertures au Japon et tout? Et il m'avait dit, écoute, toi, bon, bien évidemment, tu as le niveau hein, par rapport à toute la carrière et le match que j'avais eu ce soir-là. Et, euh, et là, il me dit, bon, mais par contre, bon, pour champion, enfin pour le Japon, en général, c'est mieux, surtout pour un étranger comme ça, comme toi, d'arriver en tant que champion de quelque chose, peu importe, champion de France ou quoi que ce soit, tu vois. Et moi, j'avais capté ce qu'il voulait dire, tu sais, ça m'avait marqué, et je fais, ok, pas de problème, tu vois. Merci en tout cas pour l'honnêteté. Et donc, bah, j'ai attendu, ça m'a pris, ouais, à peu près 1 an et demi, 2 ans, parce que tu sais, moi, j'ai jamais été un catcheur très orienté ceinture. En général, tu sais, c'est con, mais les ceintures, c'est pour les catcheurs qui n'ont pas de personnage et pas de personnalité, tu vois. Si tu regardes bien, c'est pareil à la WWE, un personnage fort a pas besoin de. Attends, je ferme un truc de message. Un personnage fort a pas besoin de ceinture. En général, je redis, les ceintures, c'est un accessoire qui permet de faire mousser un catcheur qui, sans ça, serait naze ou très limité, tu vois. Donc, tu sais, moi, dans ma carrière, j'ai pas eu beaucoup de ceintures parce que voilà, le spartiate, le gréco-romain ou le français, quand je le fais, c'est tellement le nardo, euh, c'est tellement, fort que le mec, il a pas besoin de ceinture, en fait. Et la ceinture, tu peux la garder pour un autre gars qui est chiant ou boring au possible, tu vois. Et bref, mais donc, ça m'a pris quasiment 2 ans pour commencer à récolter quelques ceintures, dont notamment la ceinture que j'avais gagnée lors d'un match à Monaco, là, il y a 1 an à peu près. Donc voilà, donc une fois que j'ai eu mes ceintures,
J'ai recontacté le mec, j'avais des photos avec les ceintures, j'en avais 3 ou 4 d'affilée. Là. En fait, j'en ai jamais eu, d'un coup, j'ai toutes gagnées quasiment. Et, là, je recontacte Jimmy, on parle et tout, parce que je sais qu'il prépare un show, et je lui fais, bah écoute, t'en souviens, tu m'avais dit ça à l'époque. Il fait, ouais, je m'en souviens et tout, et il me dit, écoute, bah, laisse-moi voir le budget de ça, machin truc, et je te tiens au courant. Parce qu'aussi, un autre truc très important par rapport à ce périple au Japon, c'est que tu sais, je l'ai fait dans les règles de l'art, dans le sens que je ne l'ai pas fait comme beaucoup le font, que ce soit français, non pas beaucoup de français, mais un ou deux l'ont fait, ce qui est très naze, mais énormément d'étrangers le font, c'est ils se payent eux-mêmes leur billet d'avion pour aller au Japon. Alors, attention, il faut tout recadrer. Si tu vas 3 mois au Japon dans un dojo, ouais, d'accord, je peux comprendre que tu peux Ah comprendre. oui. Ouais, là, toi, c'est une chance de t'entraîner, de choper des bookings potentiels suite à ça, d'accord. Payer ton billet d'avion pour un show, y rester juste 2 ou 3 jours, et donc, bien évidemment, ne pas être payé pour catcher quasiment, ou alors être payé à peine pour rembourser un ou deux repas, ça, c'est si tu es en phase de moi avec tes catcheurs, je vais pas dire je te mets une claque parce que j'ai pas envie d'aller en tôle, mais je te crache à la gueule presque, tu vois. Parce que ça, c'est le genre de truc, ça veut dire que primo, t'es pas assez bon pour faire ton billet d'avion. Deuxièmement, quand tu payant toi-même ton billet d'avion, tu flingues le business pour les mecs qui sont assez bons pour être bookés sans payer leur billet d'avion. Mais le mec, le promoteur, il va dire, attends, pourquoi je vais prendre ce mec-là qui va me coûter 2000 euros de billet d'avion et d'hôtel quand lui, il vient catcher gratos, tu vois. Il s'en bat les couilles. Bon, le niveau est forcément pas le même, mais justement, c'est parce que le niveau est pas le même aussi que le mec, il vient gratos, tu vois. Enfin, bref. Donc voilà, tu vois, moi, j'ai bien joué le coup avec Jimmy, et voilà, dès le début, moi, c'est clair que j'allais pas y aller sans frais d'avion payés et hôtel. Là, et voilà, et bien évidemment, après le catch, mais ça va sans dire. Donc voilà, tu vois, donc ça s'est fait, on a parlé, business, tout ça, et moi, il me dit, voilà, donc, moi, je te prends l'hôtel, je te prends l'avion, ramène bien la ceinture, tout ça, machin truc, je fais, il n'y a pas de problème. Et après, il me dit, est-ce que tu veux rester 1 ou 2 jours de plus pour visiter, tu vois. Et moi, je fais, vas-y, sans pitié. Attends, c'est la première fois de ma vie que j'allais au Japon. En plus, c'était la première fois pour catcher et pour y aller, tout simplement. Donc, le show était mercredi soir. Je fais, vas-y, ouais, il n'y a pas de problème. Et donc, il m'a pris le retour que samedi soir. Donc, ça m'a permis pendant 2 jours après de visiter et tout. C'était super. Bon, après, les 2 autres nuits, j'étais plus à l'hôtel. J'étais avec un autre catcheur qui avait un Airbnb à Tokyo. C'était super. Et donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu allais voir d'autres shows de catch que celui sur lequel tu as bossé pendant que tu étais à Tokyo? Alors non, j'ai pas vu d'autres shows, mais j'ai vu plein d'autres catcheurs. J'ai vu. Alors en fait, le planning, c'est ça. J'arrive lundi soir parce que le week-end d'avant, je catchais à Malte. Malte, je pars de Malte dimanche soir. On fait Malte, Istanbul, Istanbul, Tokyo. Tokyo, j'arrive lundi soir à Tokyo, lundi vers 6 h du soir. Direct, je prends le bus pour aller à l'hôtel, pas loin de l'aéroport de Narita Airport. Donc là, je passe la nuit à l'hôtel. Le lendemain, il y a un mec qui me récupère à 11 h. On a commencé on allait dans un magasin de t-shirts de catch. Le mec, il adore rencontrer des catcheurs. Il nous a filé des t-shirts, c'est super. C'est vrai, ce qui est bien au Japon, c'est ça, c'est que, surtout quand tu es un gaijin, un étranger, les gens, enfin, en tout cas les fans japonais sont super respectueux, tu vois. Ils sont très respectueux, et ce qu'on appelle, il y a souvent des sponsors là-bas Mhm. qui, pour eux, c'est des fans qui te payent tout, en fait. Ils t'invitent à bouffer, ils payent la bouffe, ils te conduisent à droite à gauche. Et pour eux, en fait, c'est à la fois un plaisir, mais aussi un honneur de prendre soin des catcheurs étrangers, tu vois. Ce sont des catcheurs étrangers qui ressemblent à moi, tu sais, avec des barbes qu'ils n'ont jamais vu ça là-bas, tu vois. Parce qu'ils sont imberbes, en général, les Asiatiques. Ils ont très peu de pilosité faciale, tu vois. Moi, j'ai plus rien sur le crâne, mais dans la barbe, je compense. Donc, bref, ça pour dire, non, tu vois, les sponsors, ils ont pris soin de nous de façon, en fait, je suis resté quoi une semaine, j'ai quasiment, à part les 2 derniers jours où j'étais seul, et encore, tu verras, vendredi soir, j'ai vu les mecs de la New Japan et on est allé manger ensemble. Pareil, là, le sponsor prenait soin de tous. Non, c'était vraiment top, tu vois. Donc, mardi, on a vu le magasin, on a fait un peu de com le soir parce qu'il y avait un repas, un Korean barbecue payé par les fans, justement, pour les catcheurs. Donc, en fait, on était assis à des tables avec des fans japonais. Bon, les miens parlaient très peu anglais, donc c'est assez awkward, comme on dit en anglais. C'est assez bizarre d'être là, genre, on essaie de communiquer avec des hochements de tête et à rigoler, mais au final, voilà, quoi, ils parlent que japonais, quoi. Mais c'était marrant quand même, tu vois, c'était très agréable. Mardi soir, voilà, on a sorti avec les catcheurs, j'ai bien bu, ça c'était pas mal, on a bien rigolé, on a bu beaucoup de bière, parce qu'en fait, je dis ça parce que à Tokyo, donc au Japon, je suis resté là-bas, quoi, 5 soirs, 5 ou 6, ouais, cinq soirées. Sur les 5 soirées, il y en a 3 où j'étais quasiment, on est
on allait boire avec les catcheurs. J'étais bien, pas sous, mais bien chaud, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que tu sais, les mecs, ils sont tous là à dire, ouais, au Japon, tu verras, tu boiras beaucoup. En fait, je comprends, c'est vrai, quand tu es entre catcheurs, tu es dans un pays qui est complètement différent du tien, bah, tu commences à boire comme ça. C'est pas pour oublier, c'est même pas ça, c'est juste que c'est entre guillemets, les choses se font tout seuls. Donc, mardi soir, après ça, on allait boire, on est rentré à l'hôtel, tranquille, le lendemain, il y a eu le show. Ouais, donc le show était en fin de journée, mercredi, on a fait le show, très bon petit show, match en équipe, j'ai fait un match à 6. J'étais dans une équipe avec Joe Legend et Brian Idol, qui est un Américain, contre 3 Japonais, dont le petit-fils de Ricky Dozan. D'accord. Voilà, qui est Ricky Dozan, qui est le Hulk Hogan japonais. Donc, donc si c'est le petit-fils, c'est Rikiki Dozan? Je vais pas dire qu'il était Rikiki, il était assez in shape, mais ce que j'ai pas trop compris, c'est que peut-être que soit il était un peu slow là-haut, un peu simplé, ou alors peut-être, je sais pas, niveau catch, il arrivait pas à assimiler le truc, parce qu'en fait, les autres catcheurs, j'avais l'impression qu'ils le respectent pas, limite, ils se foutaient de ta gueule, tu vois, et lui, il s'en foutait, enfin, il rigolait, enfin, c'était bizarre, vraiment bizarre Ah comme ouais. ambiance. Bizarre comme ambiance. Le match était très bien, hein, mais bizarre de voir que tu es avec le petit-fils du plus grand catcheur japonais de tous les temps, le mec qui a amené le catch au Japon dans les années 50, 60, je sais plus. 50, ouais. Ouais, tu vois, c'est le mec qui a amené le catch au Japon, quoi. Ricky Dozan, il avait vu ça, je crois, aux États-Unis ou en Europe, je sais plus, et il a dit, bah, tiens, je vais ramener ça au Japon. C'est le mec qui a créé le catch au Japon, quoi. Et donc, je catch avec son petit-fils, et, et voilà, quoi. C'est bizarre de voir que les mecs, ils se foutaient de sa gueule. Je suis, attendez, mec, c'est le petit-fils du plus grand catcheur. Sans son grand-père, vous ne seriez pas là, les gars. Enfin, bref. Ouais, voilà, quoi. C'est assez marrant, quoi. Ensuite, bon, le show se passe très bien. J'ai vraiment, tu vois, j'ai c'est très rare que j'ai le stress maintenant avant des matchs. J'ai surtout le stress de me blesser, ça c'est clair. Voilà, c'est surtout je me stresse pour ça. Mais voilà, de stress d'un match ou de quoi, en général, maintenant ça va, je suis assez à l'aise. Quand même, il serait tard après 13 ans de catch. Mais dont 5 ans NXT et Impact. Ah, tu pourrais et, nous en avant, parler, tiens. et avant ça, plein de Zénith en France. Et ben, depuis 2017, 2016-2017, tous les week-ends partout en Europe, ou au Koweït, ou au Pakistan, ou en Turquie. Tu sais, je voyage beaucoup, tellement que j'oublie tout. Non, je rigole. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, donc tu vois, je stresse pas trop, mais j'avoue quand même, avant le match, je me disais, putain, c'est quand même la première fois que je catchais au Japon, première fois dans un public japonais. Tu vois, je savais vraiment pas, tu vois, je veux dire, franchement, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Niveau interaction avec le public, je savais vraiment pas. On verra, au feeling. Et je savais vraiment pas comment le public allait réagir. Et tu vois, Comment tu as trouvé le public japonais par rapport à un public, on va dire, européen slash américanisé? écoute, voilà, j'allais y arriver si tu me coupais pas la parole. Bah ouais, mais c'est une interview, faut que ça vive un peu, tu vois. Ouais, je sais, je parle beaucoup, c'est ça le problème. On avait dit quoi, une demi-heure, on a combien, 45 minutes? On avait dit 8 minutes et on est à 4h50 là. Voilà, 8 minutes de catch et après 50 minutes d'autre chose. Bon, bref. Non, mais de toute façon, toujours pareil. Tu sais, moi, je commence des interviews, au final, elles font 2h30, tu vois. Donc, c'est pas grave, les gens reviennent, ça fait plus de vues. Ah, je couperai l'interview en deux, sinon on verra. Il paraît que ça marche pas trop, ça, tu vois. Genre, enfin, ça, toi, tu vois, ceux qui gèrent ta chaîne, hein, enfin, bref. On verra. De toute façon, ça, tu peux le couper au montage, toi, tu fais des montages. Et Bah non, moi je. à l'ancienne, bel esprit. Bref, donc, ouais, donc déjà c'était pas une grosse foule, hein, il devait y avoir allez, 150 personnes. C'est une très petite salle, un Shinkiba First Ring, c'est un truc, genre, c'est minuscule la salle. Hein. C'est pas un stade ou un Korakuen Hall ou un Tokyo Dome, hein, pas du tout. Donc, la salle était très petite, mais il y avait 100 personnes, 100, 150, et ils étaient bien bruyants. C'est ça qui était bien. Enfin, Mhm. bien bruyants, en fait, c'était pas juste. Voilà, il y avait de la vie. Et moi, tu vois, dans le match, je t'explique. Donc, on avait 3 Japonais, et Joe et Brian. Et moi, je te jure, bon, c'est comme ça que j'ai vécu et que j'ai senti le truc. Je me suis senti un peu comme un Chris Jericho dans le match. Dans le sens que, mais je parle d'un Chris Jericho circa 98. Mhm. Voilà, genre très loudmouth. C'est-à-dire, genre, tu vois, moi, j'étais dans le ring, bah, je tabassais le Shikara, qui était le petit-fils d'Ariki Dozan. Je le tabassais, en fait, en anglais ou en français, je ne sais même plus. Je mélange souvent les deux dans mes matchs, anglais et français à l'étranger. En fait, je gueulais, je voyais qu'il y avait une petite vieille japonaise qui encourageait les catcheurs japonais. Et moi, grosso modo, je disais, vas-y, ferme ta gueule, assieds-toi, ou je viens aussi te défoncer. En fait, tu vois, j'étais vraiment le heel très bavard, mais attention qu'il catchait aussi, tu vois. Et tout simplement parce que je savais que les autres n'allaient pas le faire dans le match.
les deux mecs avec qui j'étais, Joe Legend. Et Brian Idol, lui, c'était vraiment pas ce même genre. C'était vraiment le heel, mais le heel arrogant qui se la pète. Tu vois. Pas le heel qui va aller parler, chercher les fans et faire ah, fermez-la. Tu vois, en fait, pas le heel vraiment, comment dire, enfin, j'ai les mots en anglais, mais en français, le heel énervant. Tu vois. Heel arrogant, mais pas le heel énervant, le heel très. Cocky. Ouais, Non. ouais, enfin, lui, il est coquille. Moi, c'est vraiment, je te dis, le heel de loudmouth. C'est genre, ferme ta gueule, assieds-toi, toi aussi, assieds-toi. Bah, de toute façon, tu connais, on a catché ensemble. Grande gueule. Exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. Le heel grande gueule qui se la pète, genre, eh ouais, je le défonce, boum, et alors, t'en veux une toi aussi, tu vois. C'est qui donnait de la vie au truc parce que je savais que d'abord, personne sur le show allait le faire. Donc, tu sais, moi, il faut toujours se démarquer, tu vois. Et je sais que ce genre de truc, déjà, primo, je le fais naturellement, surtout en tant que heel. Et deuxio, c'est un genre de truc que je sais que ça peut marcher au Japon. Parce que Jericho, c'est comme ça qu'il moussait. Je pense que FMW ou War, c'était quand il était dans les années 90, avec Storm au Japon, il moussait parce que voilà, c'est le genre de mec, come on baby, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Et voilà, Après, quoi. c'est Donc, culturel aussi, parce que les Japonais sont beaucoup plus dans la réserve, dans le respect, dans la discrétion. Donc forcément, ça un claque mec qui beaucoup fait plus ça, que si tu fais la grande gueule aux US. Bon, voilà, en fait, t'es qu'un ouais, ricain, quoi. ouais, ouais, à moins de le faire en français. Et là, t'es un français, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais voilà, donc voilà, je partais de ce principe aussi. Donc, quitte à stand out et marquer les esprits au Japon, bah, j'allais le faire comme ça. Attention, je fais des jolis trucs dans le match. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde fait des jolis trucs en catch. Tu vois. Donc, si tu trouves pas d'autres moyens de te libérer, de te démarquer, voilà, que ça va être dur. Après, bon, j'étais en Spartiate aussi. J'étais très content de voir que Aou, ça a mouché. Tu vois, là, par exemple, la différence, c'est qu'en général, en Europe, alors en Europe, États-Unis, mais en Europe surtout ces temps-ci, Aou prend avec la foule, soit au premier parce qu'ils m'ont déjà vu, ils ont capté le truc dès le début, soit au bout du troisième. Tu vois, je veux dire, je fais mon entrée, casque, hop, j'attends qu'il réannonce mon nom, et là, Tom Laroufa, petit temps de pause, je fais X un côté, Aou, ok, un autre côté, Aou, petit à petit, il commence à le dire, Aou, troisième côté, là, ils ont capté le truc, ils commencent à le répéter, tu vois. Ils commencent vraiment à répéter Aou avec moi, et après, c'est bon, ils le répètent tout le match, tu vois. C'est bon, mais tu vois, en général, il en faut entre un et 3 en Europe. Au Japon, il m'en a fallu 5. Voilà. C'est comme tu dis, ils sont dans la réserve, donc le premier, je te jure, les 3 premiers, je fais putain, tu vas voir qu'ils vont pas le répéter. Et après, c'est toute une question aussi de timbre de voix, tu vois, c'est genre bon, les mecs, vous le dites pas avec moi, mais putain, ah ouh, merde, tu vois, je veux dire, dans la façon que tu as de le dire, ils comprennent, ah peut-être qu'il faut qu'on participe. Et ils ont commencé à le dire au bout du 5e, donc ça va, tu vois, je veux dire, j'ai quand même réussi à leur faire dire ah ouh, mais c'est marrant, tu vois la différence entre les publics où tu te Et dis ouais. d'après ce que tu as capté, est-ce que c'était une foule de connaisseurs, comme on peut voir à la New Japan, dans le Japan, DDT et compagnie, ou c'était une foule un peu plus comme ça, occasionnelle, on va dire? Bah, c'était, je vais dire, je pense que c'était une foule. Alors entre les deux, dans le sens que il y avait quasiment pas de gamins, il y avait quasiment pas d'ados, c'était que des gens respectables. Je vais pas dire des mecs en costard comme on voit des fois dans l'arrière-plan des matchs. Les Yakuza, là. Voilà, où il y a New Japan ou Old Japan de la fin des années 90, début 2000, où les mecs ils sont en costard et oh, ils sont comme ça. Bon, voilà. Mais c'est un peu ça. C'était genre les mecs, les mecs qui venaient avec leurs femmes et tout, qui venaient regarder le catch, tu vois. Et, et apprécier le truc. Donc, tu vois, ils connaissaient le catch, mais c'était pas non plus des jeunes avec des pancartes et tout, tu vois. Et j'ai vraiment aimé, tu vois, parce que voilà, j'ai senti un énorme respect. De toute façon, ça, c'est un truc qui m'a marqué de voyage. C'était un énorme respect à tous les niveaux pour les catcheurs, pour la vie en général, pour les gens là-bas. C'était vraiment top. Et donc voilà, donc le show s'est bien passé. Tout le monde était content. D'ailleurs, franchement, le match qu'on a eu, c'était le match de la soirée. Parce que après, le main event était pas mal entre James Mason, qui est un très bon catcheur anglais, et Tanaka, je crois, Minoru Tanaka, il me semble, de la Ah ouais. Noix. Il était, mais je crois que c'est Minoru Tanaka. De vue, je le connaissais, mais je n'avais pas répercuté son nom. Je crois que c'était lui, de la Noah, donc. Et ils ont eu un bon match, mais très technique, un contre un. Voilà. Nous, c'est bien dans les matchs six-men, c'est que tu as plein d'actions, quoi. Dans tous les sens, tu vois. Donc, on a eu le match de la soirée, les gens disaient, bon, le menu était très bien, mais le match aussi, c'était bien aussi. Parce qu'on a fait des belles séquences. À un moment, je fais le splash, Brian enchaîne avec un moonsault sur Shikara qui est au milieu du ring. On fait de belles actions. Non, vraiment, c'était pas mal. Donc, on a bien fait le job. Voilà, donc ça, c'était mercredi. Mercredi, le show. On termine assez tôt, je crois, vers 21h. Et après, on a enchaîné avec Ribera Steakhouse, classique. Tiens, j'aurais dû mettre Ah, ça y est. T'as ta jaquette? oui, je suis de la jaquette de Rivera Seca.
Et non, ouais, en fait, pareil, c'est, mec, je te dis franchement, le fan, là, le fan qui prenait soin de nous, il nous dit, bah, allez, les gars, essayez de vous dépêcher, on vous a réservé une table à Ribera Steakhouse et le dit pas aux autres, mais on vous a aussi réservé une jacket, enfin, comme ils disent, comment tu dis, ouais, jacket, ouais, de jacket, ouais, en français, ça serait le blouson, tu vois, Ouais. voilà, le haut de survêt, quoi. Et moi, tu vois, je suis, putain, mec, tout est parfait parce que Ribera Steakhouse, pour ceux qui savent pas, donc c'est un restaurant mythique de Tokyo où tout et absolument tous les catcheurs de l'histoire sont passés un jour ou l'autre. Tous. Que ce soit Japon, WWE, voilà, surtout les étrangers en plus. C'est un truc où ils font de la viande qui était très bonne, hein. Elle n'était pas exceptionnelle, mais elle était très bonne quand même, la viande. Et quand tu rentres dans le magasin, tu vois, déjà sur la devanture, j'avais pris une photo, mais je l'ai pas posée parce que la qualité était naze, il faisait nuit. Mais tu as plein de photos mais géantes de catcheurs. Il y a Goldberg, il y a Jericho, il y a Triple H, enfin voilà. Et tu rentres dans le magasin, mec, tu as des photos partout. Mais partout, hein, sur les murs et même au plafond. Le plafond est fait de photos de tous les catcheurs qui sont venus et qui ont mangé ici, qui se prennent en photo devant le logo, avec la veste Ribera Steakhouse, ou avec le chef, ou enfin voilà. Et il y avait tout, il y avait Macho Man, les British Bulldogs, Triple H, Undertaker, The Rock, Steve Austin, les Road Warriors, ils étaient tous. Et je te dis, tu sais, c'est marrant, mais tu sais, comme, de toute façon, je pense avec tous les voyages que tu fais avec Planet Raw, un peu de pub. Ah, ah, ah. Ah, prends-moi pour ton prochain voyage. Non, je rigole. Et fais-moi un discount. Non, bref. Non, mais je pense que quand tu vas dans des endroits mythiques, tu sens un truc, tu rentres, tu te dis, putain, ce lieu est plein d'histoire, tu vois. Et tu le sens, en fait. Limite, tu peux le toucher, le truc. Ben là, c'est ça, à ces cas. Tu sens que, bordel, putain, je suis. Déjà, tu vois les photos et tu te dis, j'ai tellement entendu et entendu parler et vu sur cet endroit dans ma jeunesse. Putain, j'y suis, c'est waouh, c'est énorme, tu vois. Et t'es là et t'es en mode, tu marques out. Et alors attends, je t'ai même pas dit, tu marques out encore plus quand t'es assis à la même table que Dan Severn, quoi, qui était sur le show lui aussi, The Beast. Mhm. Pour ceux qui savent pas, c'est une légende du MMA. C'est au même niveau que Ken Shamrock. C'est le mec qui a mis l'UFC sur la map. Hein, qui il a participé, je crois, aux premiers événements du UFC de l'histoire, l'Ultimate Fighting Championship en 95, je crois, c'était. Les tout premiers, ouais, c'était 94, 95, il me semble. Tiens, je vais vérifier en direct. Vas-y, je te laisse parler. Ouais, ouais, bah, il y avait Ken Shamrock, je suis, il y avait Gracie, je sais plus lequel de Gracie. Et en fait, et là, à l'époque, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment, chaque mec venait avec un style différent de combat, une tenue différente. T'avais un judoka contre un boxeur, t'avais un karatéka contre un lutteur, tu vois. C'était vraiment à l'ancienne. C'était pas le pur MMA comme maintenant. C'était vraiment les mecs qui venaient avec leur sport et C'était un style contre un autre, quoi. mais ça, ils voulaient vraiment voir quel sport de combat était le meilleur, tu vois. Et en général, c'est les mecs qui faisaient du grappling, hein, les mecs comme Dan Severn, qui faisaient à la fois des prises de soumission, mais aussi des strikes, ou le Brazilian Jiu-Jitsu de Gracie, qui faisait que les mecs, ils gagnaient, quoi, tu vois. Parce qu'en général, ils gagnaient sur des soumissions, c'était très rare, les KO. Ils avaient des gros bourrins qui essayaient d'aller au KO, comme Tankabot ou quoi, mais en général, le mec, il se faisait prendre une clé de bras et il abandonnait direct, tu vois. Donc, c'était pas mal, ça, c'était le bel esprit aussi. Bref, bon, attention, c'est bien aussi aujourd'hui l'UFC, mais maintenant c'est devenu un sport à part entière, le MMA, tu vois. C'est plus comme à l'époque ou comme dans les films où tu avais différents styles de combat qui s'affrontaient, quoi, tu vois. Et bref, et donc Dan Severn était sur le show. 1993, le premier show. D'accord, il y avait qui sur la carte, je sais pas. Vas-y, je te laisse parler, je te dis ça après. Et donc Dan Severn était là, et Dan, putain, il est adorable, le mec. Et tu te dis, alors, t'es à Ribera Steakhouse, il y avait Joe Legend, James Mason, moi, et bah, Dan Severn, et après, le reste, c'était les sponsors, quoi. Donc, t'es assis à la même table qu'une légende du MMA et du catch aussi. Il a été champion de WA, il a catché un peu la WWF aussi, Dan Severn. Ouais, ouais, il était Et, à l'air attitude, là, entre avril, mai, jusqu'à. Aller à Prox, jusqu'à l'été et, 98, ouais, un truc comme ouais, ça. ça, 98, 99, peut-être un truc comme ça. Il était avec merde, comme Steve Blackman, Ken Shamrock. Il a fait un match, je crois, avec soit Steve Blackman ou Ken Shamrock, justement dans le délire Ultimate Fighting, quoi, tu vois. Et ça me faisait délirer que même lui, ils disent, tu sais, moi, j'ai fait plein de combats de MMA dans ma vie et tout, mais rien n'a autant abîmé mon corps que le catch, quoi. Et même lui le dit, tu vois. Donc c'est marrant, tu vois. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, justement. Pourtant, il n'a pas non plus une carrière illustre qui a duré 40 ans, hein. Comme il le disait, même si je faisais que un mois de catch par-ci par-là au Japon ou quoi, en général, mon corps était complètement flingué comparé à un combat de MMA tous les 4 mois, tu vois.
Ce qui est logique aussi, mais bon, voilà, c'est les gens qui sont là à dire, oh, le catch, c'est du cinéma. Bah écoute, un athlète professionnel qui a été champion du monde de MMA te dit que rien ne fait plus mal au corps que le catch. Alors bon, cinéma, d'accord, mais bon, enfin, cinéma, scripté, je veux bien, mais il faut une condition physique et être vraiment dur au mal de façon extraordinaire pour le catch. Donc voilà, donc Ribera Steakhouse ce soir-là. T'as pas trouvé la carte du premier? Si, mais à part. En fait, le premier pay-per-view, c'était un tournoi. Ouais. Quart de finale dans lesquels je pense qu'il n'y a que Royce Gracie et Ken Shamrock qu'on connaît. Alors bon, pour nous qui ne sommes pas non plus des ouf puristes des années 90 de sport de combat. Par contre, ouais, il y a un Royce Gracie, Ken Shamrock en demi-finale. Et Royce Gracie remporte après la finale contre un gars qui s'appelle Gérard Gordo, qui est visiblement un savateur karatéka de Hollande. Voilà. Ça doit être intéressant de voir ce genre d'événement, pour voir comment c'était vraiment au début, quoi, tu vois, Bah, je sais pas si tu te souviens, là, je sais plus en quelle année c'était peut-être 96, 97. Il y avait une cassette vidéo à la Fnac de Ultimate Fighting Championship. Moi, je le voyais dans les magazines. Il y avait des magazines Karaté Bushido. Ils avaient fait des articles sur le MMA où limite ils disaient que c'est de la connerie. Il a une boucherie et tout. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'était. Moi, je l'avais acheté parce que j'achetais tout ce qui bougeait, mais il y avait des trucs qui m'avaient franchement choqué, quoi. Je me souviens, il y avait un gars qui était pris en soumission au sol. Enfin, il prend un gars en soumission et l'autre, je sais plus, il abandonne pas ou il s'endort pas, tu vois. Bah, le gars, il l'a massacré à coups de coude, tu vois, comme ça, alors qu'il avait la tête sur le sol. Et franchement, pour l'époque, ça m'avait vraiment choqué, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que maintenant, on est si habitué à ce qu'il y ait de vraies règles et tout. Là, à l'époque, c'était Ouais. tout nouveau. Hein. C'était unheard of de faire comme ça des rencontres de style. D'ailleurs, je pense que c'était même interdit aux États-Unis. Ou alors, Ouais, c'était banni dans plein d'États. Et puis même en Europe, ça fait que quelques années que c'est autorisé. Hein. Ouais, même en France, il n'y a toujours pas d'Ultimate Fighting en France. Ça va arriver un jour, c'est obligé, mais pas pour l'instant. Un jour, les Gilets jaunes, ils vont revendiquer qu'ils veulent du MMA en France. En disant Aou d'ailleurs, tu sais, ils disent Aou maintenant comme moi, quoi. Putain, enfin, peut-être que si je vais devoir arrêter de le dire pour pas Droit me mettre à d'auteur. Oh, après, moi je l'ai pris dans 300 le film, donc t'inquiète pas là-dessus, je vais pas dire que c'est à moi, tu vois. Mais bon. Et bref, donc voilà, donc écoute, Ribera Séquence mercredi, c'était magnifique, j'ai la jaquette et tout, que je vais mettre sur les shows de catch, je pense qu'on l'a pété, tu vois. J'ai trop mis mes t-shirts WWE et mes survêtements NXT, maintenant je vais enchaîner sur la jaquette Ribera Séquence. C'est comme tous Le ces t-shirt NWO. Ouais, mais ça, non, ça c'est respect, ben esprit, il n'est pas d'époque, je l'avais acheté aux États-Unis il y a un an et demi. Mais tu sais, c'est comme tous ces catcheurs qui font une tournée au Japon avec une fédé, ils mettent le même t-shirt tous les jours. Ah, bah, c'est marrant, on en rigolait ce week-end avec des catcheurs italiens, là, ou hier j'étais à Naples. Et bref, non, pas à Naples hier j'étais à Bologne, Naples c'était la semaine d'avant, putain, oula, je me perds. Et ouais, donc voilà, donc après, bah, comme le promoteur m'avait dit, bon écoute, je te prends l'hôtel jusqu'à la nuit d'après le show, mercredi soir, mais après, si tu veux rester, bon, je vais pas te payer l'hôtel quand même pour des vacances, tu vois, donc je suis allé dans un Airbnb avec l'américain, Brian Idol, pour jeudi, vendredi, et après, je partais samedi soir. Et là, après, j'ai fait du tourisme, tu vois, j'ai fait vraiment du tourisme. Jeudi, j'ai vu une amie là-bas, Irina Alex Lee, c'est une catcheuse bosniaque, mais qui a grandi en Australie, que j'ai rencontrée au Canada et que maintenant elle vit au Japon, qui avait été dans World of Hurt avec moi, elle s'était entraînée avec elle. Et la pauvre qui s'était plantée sur la tête, là. Ah, c'était elle. Et là, par contre, elle catch bien au Japon. Putain, ça fait 7 ans qu'elle y est, mec. 7 ans au Japon, il faut quand même s'accrocher pour y être, tu vois. Ouais. Et donc, on s'est vus, on a mangé ensemble, on a bien rigolé, on s'est bourré la gueule. C'est bien saké, bel esprit, très bel esprit. Pour toutes mes admiratrices, il ne s'est rien passé. Voilà, donc je suis toujours célibataire. Et pour tous tes admirateurs, t'as pas un petit mot? Ouais, les mecs, achetez mes t-shirts, venez me Quelle crevure! Et ouais, après, pour les non-binaires, ça, je sais pas quoi vous dire, les gars, ou les meufs, je saurais pas quoi vous dire. C'est pas du tout ma cup of tea, comme on dit, quoi. Enfin, bref. Et Ton verre de saké. voilà. Ouais. Mon verre de bière, plutôt. En ce moment, je suis plutôt bière, quoi. Oh, remarque, à Colfort, c'est mieux parce que la bière, ça te défonce. En fait, la bière, c'est de la merde. La bière, ça vaut que dalle. Un bon alcool bien fort, ça va, tu vois. C'est un truc de bonhomme, tu vois. Et en général, moi, en tout cas, pour moi, le hangover est moins fort avec un alcool fort
qu'avec de la bière. Bah, après, attention des quantités, ça dépend des quantités aussi, bien évidemment. Bon, bref, donc voilà, avec Alex, c'était super. Irina, c'était sympa elle m'a parlé du Japon, tout ça, c'était cool. Le lendemain, alors je devais retrouver Bull Dempsey, tu vois que c'est? Il était à NXT. Ça me dit quelque chose, ouais. Bull Dempsey, il était à NXT, c'est un très bon ami d'NXT, avec qui on s'était dit, il était au Japon, lui, avec la DDT, il est resté un mois. Et d'ailleurs, tu connais un peu la DDT ou quoi? Je me renseigne sur cette fédé. Un petit peu, un petit peu. On en parlera en off. Et ouais, parce que après, attention les mecs, il y a une partie off que ça vous verrez pas. Ou peut-être un jour vous la verrez, on verra. Bref, et donc avec Bull Dempsey, on s'est retrouvés, enfin on a dit ouais, il faut qu'on se voit, parce que moi j'étais là qu'une semaine, lui il était un mois, le mec c'est parfait, tout est réuni pour qu'on se voit. Et en plus, comme nous en plus on était très 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 potes à l'époque d'NXT avec Juice Robinson, de la New Japan, CJ Parker, et ben mec, on s'est dit mec, il faut à tout prix qu'on se voit avec Juice, avec CJ. Tu vois, voilà. Donc je dis à Bull, écoute, mets-toi d'accord avec CJ, vous vous êtes déjà vus, ils se sont vus la semaine d'avant avec CJ et Neville, que moi j'aurais adoré revoir Ben, Pac, Neville, mais j'étais pas là, ça me fait chier parce que c'était un très bon ami Neville. Et voilà, donc au final j'ai dit à Bull, bah écoute, mets-toi d'accord avec CJ et essaye de que ça arrange qu'on se voit, tu vois, vendredi, je sais pas, peu importe, c'est moi, j'invite, on va au resto, on va boire, on s'en va les couilles, on se voit, on rigole. Et donc là, et après il y a Bull, je ne sais plus, jeudi ou vendredi matin, il me dit, bon écoute, voilà, ce soir, 8h, Tokyo Dome Hotel, on sort avec les boys. Et moi, je fais, ok, pas de problème. Donc voilà, je prends le train là-bas, train, toujours à l'heure, les trains, propreté, irréprochable. Le Japon, c'est top. Tu as déjà été, toi, au Japon, je pense. Pas encore, pas encore. Bah, moi, tu sais, je le dis à tous. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tu me proposes entre vivre au Japon ou aux States, je prends le Japon. Hein, parce que Mhm. c'est je suis pas à fond comme tous ces Français, genre ouais, Japon, c'est trop bon, ils sont à fond sur les mangas et tout. Non, je suis pas comme ça, moi, je suis juste objectif et je veux dire au Japon, mec, les gens sont respectueux, polis, tout est propre. Tu peux laisser, comme on en parlait tout à l'heure avec un pote, tu laisses ton portefeuille sur la table du resto, personne va le prendre. Au contraire, ils vont te le ramener. Ils font, monsieur, vous avez oublié votre portefeuille, il manque rien dedans, ou ton portable. Tu sais, quand j'étais dans le Airbnb avec le catcheur, tu sais, j'amène la valise et tout, on ressort juste après, je fais, attends, on ferme pas la porte, tu fais, non, non, c'est bon, t'inquiète. Je suis là depuis 2 semaines, il n'y a pas de problème. Et puis en général, au Japon, il n'y a pas de problème. Tu laisses la porte ouverte, c'est ça. Pas grande ouverte, mais en tout cas, tu la fermes pas à clé. Voilà, il n'y a eu aucun problème. Tu sais, ils ont tous le masque là-bas, tu sais. Ouais. Le masque sur la gueule. Au début, je captais pas de moi. Tu sais, comme n'importe quel con d'Européen, je me dis, ouais, c'est parce qu'ils ont peur des maladies, tout ça, machin truc, tu vois. Et tu sais, donc, voilà, tu te dis, ouais, c'est parce que les mecs sont fous, tu vois. Voilà, nous, on pense comme ça, comme des cons, on se dit, non, ouais, c'est parce qu'ils sont fous, ils ont peur de tomber malades. Ok. Donc après, j'ai posé la question à un vrai japonais, je fais, ouais, mais en fait, franchement, c'est pourquoi les masques? Il me dit, bon, oui, il y a une partie allergie, on veut pas prendre les germes, tout ça, machin truc. Mais après, il me dit, c'est aussi une question de respect, c'est-à-dire que quand on éternue ou qu'on tousse, on ne veut pas balancer ses germes sur quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est aussi par rapport au respect et à la protection d'autrui. Et moi, quand le mec m'a dit ça, je fais putain, mais mec, c'est oh, putain, bel esprit, quoi. Ça change de Vraiment Nice. très. Ça change de partout, gros. Ça change de partout. Ah, c'est la Encore vache. une fois, Je te titille, t'as pas d'humour. oh, mec, je suis le mec avec le plus d'humour j'allais dire de la planète. Non, peut-être pas, mais bon. De la région PACA. Entre toi et moi, je pense que j'ai largement plus d'humour. Hein. Ah là là. Ah. Bref, et donc ouais, donc ça, ouais, donc Bull, il me dit, ouais, donc voilà, je prends le train pour aller au Tokyo Dome Hotel. Pareil, bel esprit, hein, les trains, tu sais, je pense parce que comme ils préparent Tokyo 2020, c'est les Jeux Olympiques, en fait, tout est Mhm. sous en anglais là-bas, donc c'est parfait, c'est facile. Avec Google Maps, je trouvais mes connexions métro ou train à prendre, c'était parfait, nickel, correspondance, pas les connexions. Et donc voilà, j'avais ma petite carte de train, donc j'étais vraiment à l'aise là-bas, tu vois. Donc voilà, je vais au Tokyo Dome Hotel, bon, j'arrive en avance, hein, 7h30, je crois, donc je vais au Starbucks. J'avais fait un live d'ailleurs sur Instagram à ce moment-là, parce que j'avais rien d'autre à faire, avec des fans et tout, on parlait, donc j'attendais que Bull arrive. Bull, il arrive vers 8h moins 10, donc voilà, on se fait, ah, Bull, ça va et tout, on rigole et tout, et on commence à aller vers le Tokyo Dome Hotel, parce que en fait, donc on allait avec les boys de la New Japan. Parce que Mhm. Sydney, il est à New Japan, tu vois. Mais moi, quand il disait boys, j'imaginais, ouais, c'est CJ, peut-être un autre gars, et c'est tout, quoi, tu vois. Donc voilà, on arrive dans le hall du Tokyo Dome Hotel qui est gigantesque. Moi, je déconne avec Bull et tout, et puis là, d'un coup, en bas, je vois tous les mecs réunis.
Il y avait, alors attends, donc on est allé, Juice, CJ, Rocky Romero, que je connaissais depuis très longtemps, depuis mon époque en Californie, en 2007-2008. Pareil, c'était super de revoir Rocky, je lui avais dit de toute façon Rocky que je venais, donc c'était cool de le revoir. Il y avait... J'ai halluciné de voir Mikey Nichols. Tu vois qui c'est? Il était encore jusqu'à pas longtemps à NXT. C'était, il était dans l'équipe des Australiens, là, tu sais, qui a bien moussé à la Noah. Ah oui, yes, ouais, ouais. M61, là, tu vois. Et donc, Ouais. j'arrive là-bas, je vois Mikey, que pareil, alors lui, j'avais vécu avec lui en Californie il y a 12 ans. Tu sais, on était dans le même appartement pouilleux, rempli de cafards, où on s'entraînait pour paye tes dûs, mec. Enfin bref. Et pas rempli de cafards, mais il y en avait de temps en temps un ou deux dans la cuisine le matin au réveil. Bref. Et donc, ouais, alors là, je vois Mikey, que j'avais pas vu depuis. Je l'avais vu en Floride quand il avait fait ses essais 3 ou 4 ans avant, mais j'avais pas vu depuis super longtemps. Je suis putain, Mikey, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'était énorme, tu vois. Bon, il y en a vu CJ, donc c'était top. Il y avait avec nous Michael Elgin, euh, un roi chez New Japan, Colt Cabana, qui était présent pour la New Japan Cup. Pareil, là aussi, je vois. Bon, je le connaissais pas, je l'avais vu une ou deux fois dans ma vie, c'est tout. Mais quand je vois Cabana, je suis là, putain, ok, il est là. Et puis, c'est tout, je crois, en catcheur. Après, il y avait ouais, juste un des arbitres. Et voilà, quoi. Donc voilà, ben, après, on allait donc bouffer dans un. On a un peu traversé Tokyo, on allait dans un resto. Le même genre d'esprit que Ribera Steakhouse, tu rentres, tu as des photos de plein de catcheurs de la New Japan, hein, que en général c'est que la New Japan ou de la Noah partout sur les murs. Et en fait, franchement, qu'est-ce qu'on s'est cassé le bide. C'était énorme. Plus qu'à Ribera Steakhouse. Ribera Steakhouse, on a juste eu un steak. Et puis c'est vraiment, tu sens que c'est entre guillemets le truc pas commercial, mais voilà, c'est le truc. Ouais, venez, vous mangez. Voilà. Là, on était vraiment genre pas invité par le boss, mais en tout cas, le boss, il a bien pris soin de nous. D'ailleurs, il n'y avait que nous dans le resto. Il y avait une autre table à côté, mais après, on avait une table de 8 ou 10, je sais plus combien on était, où là, on a mangé, mais on s'est pété le ventre. Le mec, il nous a fait. Oh, mec, il y a eu au moins 3 ou 4 assiettes différentes. Alors, il y a une assiette de poulet, il y a une assiette de poisson, il y avait des sushis, il y avait qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais pas, des fritures, enfin, des nems, enfin, il y avait un truc de fou, c'était magnifique. On s'est cassé le ventre. C'était bien marrant de revoir tous les potes de la New Japan. Après, on allait boire, bien sûr, jusqu'à 2 heures du matin. On cherchait un endroit qui était encore ouvert. Mais j'ai pas bu beaucoup. Parce que déjà, j'avais beaucoup mangé, mais quand même quelques binous. Et puis voilà, après on s'est quitté avec les mecs de la New Japan, et puis ils sont rentrés à l'hôtel parce qu'il y avait un show le lendemain, soit au Korakuen Hall, soit au, non pas au Tokyo Dome, mais au Korakuen Hall, voilà, et voilà, c'était super de les revoir et tout, on a un peu parlé de business New Japan et tout, et puis quoi d'autre, voilà, et puis après le lendemain c'est samedi, préparer la valise, je suis allé voir la secrétaire de la TCW pour qui j'avais catché. On a eu le temps de parler d'ici là, donc on a parlé business, tout ça. Puis voilà, le soir, le vol retour, c'était. Non, vraiment, franchement, mec, tu sais, c'était vraiment un super voyage. C'est vraiment super voyage. Comme je te dis, maintenant, aujourd'hui, si tu me poses la question entre États-Unis ou Japon, je choisis Japon. Parce que les gens sont bien, ils ont des chiottes qui avec un petit jet d'eau qui te lave le cul tout seul, c'est la vie, quoi. Malgré les petits soucis de communication, quand même. Entre catcheurs, ça va. Après, c'est sûr qu'ils jouent tous les Non, mais je jours. veux dire, pour la vie, tu vois, genre, t'as un pépin de santé, une urgence de santé qui est quand même un truc primordial. Ah ouais. Tu Ouais. vois, c'est chaud, non? Ben oui, c'est sûr que oui, ça c'est clair et net. Mais voilà, ouais, non, t'as totalement raison, mais c'est vraiment pas le premier truc auquel je pense. Tu vois. Moi, je D'accord. pense, ouais, tu vois, c'est moi le verre est à moitié plein, pas à moitié vide. Et donc le truc, c'est que tu vois, je pense plus direct vivre au Japon pour kiffer, pour les gens, pour l'expérience, ça machin truc. Mais c'est sûr que ouais, niveau. Après, attention, le mec, ça s'apprend une langue. Hein. Tu sais, je veux dire, d'autres, moi je parle, Ah, c'est tu très bien. regardes Kenny Omega, hein. Exactement, voilà. Et même Irina, Alex Lee, là, ma Mhm. copine du Canada, ben, ça fait 7 ans qu'elle y est et elle parle super bien japonais. Même moi, je la taquinais, je fais putain, mais mec, meuf, tu parles mieux japonais qu'anglais. C'est parce qu'elle a un accent australien, tu sais, moi je la vanne dessus, tu vois. Moi avec mon accent français. Quoi. Et voilà, quoi. Non, mais vraiment, c'était très bien. Et puis, je te dis, je suis fier surtout. On va dire, personnellement, c'était vraiment un plaisir de catcher au Japon. J'espère y retourner. Je bosse pour y retourner, c'est pas facile. C'était surtout une belle fierté de se dire que voilà, j'y suis allé en mes termes et surtout tout en protégeant le business. J'insisterai jamais assez là-dessus que de dire que il faut pas aller catcher au Japon ou n'importe où.
États-Unis et faire le gros naze à payer soi-même son voyage, parce que c'est une des raisons principales qu'aujourd'hui tout le monde se plaint. J'arrive pas à trouver des bookings, c'est dur, machin truc. C'est normal, c'est parce que tout le monde tout le monde a accès au catch, et comme il y a plus d'offres limite que de demandes en catcheur, et ben les mecs vont avoir tendance à vouloir économiser de l'argent. C'est humain, tu vois. Mais bon, après, c'est évidemment, ça fout tout en l'air, tu vois. Même si, bien évidemment, aussi les différences de niveau entre un catcheur qui catch gratuit et un mec qui va demander le voyage, l'hôtel et un défraiement pour le match, voilà, je veux dire, même s'il y a une grosse différence de niveau entre les deux, ben, le problème, c'est que des promoteurs qui servent à rien, qui ne sont pas des pros dans leur mentalité, vont avoir tendance à prendre la solution de facilité. Je vais faire aller quelques euros en plus, mais ton produit va en prendre un coup, mais le mec à la base, il s'en fout, vu que c'est pas un pro à la base. Donc, il s'en fout. Tu vois. Voilà, on pourrait passer des heures à parler là-dessus, mais voilà. Très très bien, le Japon. Exclusivité pour Wrestling Clinic avec Yann de Party Colby, un de mes anciens adversaires sur le ring, avec qui à l'époque. C'est avec toi que j'ai fait mon premier combat. Shopslam, il est sur Dailymotion, mec. Il est sur Dailymotion. Oh, merde. Pas non, je sais pas. C'est moi qui l'ai mis d'ailleurs. Si c'est Macho 06300, ouais, c'est moi. J'avais mis quelques matchs. Il me semble il y est. Il faut regarder ça. Mets-le je vais le mettre en lien. Mais là, comme on est à la fin de l'interview, je pense qu'il n'y a plus personne qui a regardé jusqu'au bout. Ouais, mec, je veux dire, franchement, moi, je fais des interviews qui durent 3 heures et elles font 30 000 vues. Hein. Je veux dire, les gens regardent. Hein, mais c'est sur des plus grosses chaînes, moi. Wrestling Clinic, ça commence, tu verras. Oh, la modestie. Bah, mets la chaîne sur Planet Raw. Ah Là, tu vois, au début. Interview d'un vieux fossile. Bah, on peut en parler si tu veux. Bah, regarde, j'ai la barbe des Anunnaki sur les gravures qu'ils ont retrouvées dans les tablettes sumériennes. Tu peux dire, ouais, interview avec un Anunnaki. Voilà, c'est ça, voilà. Tu verras, ça marche. Attends, j'ai pas une pomme de pain à prendre dans la main, et tu vois, ça va être pas mal, quoi. Enfin, bref. Non, voilà, c'est bien. Et puis, de toute façon, moi, je ferai de la pub sur mes réseaux sociaux, tu auras 20 vues en plus. Yes, sympa. Je crois que ça fait presque. Ça fait une bonne heure et quart, donc pour un premier jet, c'est bien. Si jamais il y a d'autres trucs, je parle. S'il y a d'autres trucs qui t'arrivent comme ça, ce sera avec un grand plaisir que je te réaccueillerai sur Wrestling Clinic. Est-ce que tu veux dire autre chose pour les gens qui auront regardé l'interview aujourd'hui ? Autre chose pour les gens qui auront regardé l'interview aujourd'hui ? Ah, formidable. Effectivement, t'es le mec avec le plus d'humour de toute la région PACA. PACA, PACA. Tiens, d'ailleurs, les mecs, en parlant de PACA, samedi 13 avril 2019, la nuit du catch numéro 2 à Nice. Pourquoi je vous en parle tout simplement? J'espère que la vidéo paraîtra avant, bien sûr. Et deuxièmement, pourquoi je vous en parle? Parce que là, on a fait la conférence de presse aujourd'hui, on a fait les dernières questions techniques. Il faut que je pose dessus. Gros show de catch à Nice, le deuxième qu'on fait. La nuit du catch 2. Donc, je pense que je mets la vidéo mardi 9. Bah, c'est bon, ça sera nickel la dernière semaine. Alors là, par contre, les mecs, franchement, écoutez, bon délire, parce que donc on fait ça lors d'un festival de sport santé d'Éric Favre, qui est un grand bodybuilder français, qui fait sport santé, donc ça veut dire que l'alphabet est incomplet? Bah non, c'est surtout que sport, tu écris santé. Ah, donc c'est sport. Sport. Voilà. L'instant grosse blagouze, les blagounettes. Bon. Non, c'est bel esprit parce que donc festival sport santé, donc c'est un gros festival. Ça va être un peu genre comme l'Arnold classique. Il va y avoir plein de compétitions de strongman, de bodybuilding, de fitness, de crossfit, du pole dance, des bras de fer. Et samedi soir, tout s'arrête. 19h30 commence le show de catch. La nuit du catch 2 pendant au moins 2 heures de spectacle. Mise en jeu, tournoi pour la toute première ceinture de champion méditerranéen de l'histoire du catch. Je ne sais plus exactement la liste des catcheurs que les mecs ont choisi, mais en tout cas, on va être 8, une petite dizaine, 8-10 catcheurs à être dans un tournoi pour cette ceinture. Ça va être énorme. Alors 15 € l'entrée, mais pour tout le festival, c'est-à-dire samedi, en fait, vous avez accès, genre ça commence à 10h du mat, vous payez 15 € et vous avez accès à tout le truc, et le show de catch ce soir, gratuit pour les moins de 16 ans et pour les plus de 65 ans. Donc
je veux dire, franchement, vous avez des gamins, vous êtes aux alentours de Nice, Cannes, Marseille, même peu importe, vous faites la route, c'est gratuit pour les gamins. Hein. Donc, vous avez juste à payer un ticket 15 euros ou deux tickets 30 euros si vous venez avec votre conjoint, parent 1 et parent 2. Et ouais, je pense pas que tu aies ça là-bas toi, dans ton pays maintenant, mais ici, maintenant, c'est parent 1 et parent 2. Donc, et donc, vous venez et c'est gratuit pour les petits. Ça va être un super spectacle pour toute la famille. Ça va être top, vraiment, franchement. Donc, et nous, il faut que ça réussisse parce que voilà, si ça réussit, on le refait tout le temps. Donc, ça va être top. Et puis voilà, donc, non, voilà, c'est mon actu. On termine là-dessus. Mais voilà, quoi, on espère vous voir nombreux. Et voilà, ça va être un super spectacle. N'hésitez pas à venir. D'ailleurs, j'en reçois des messages de plein de catcheurs qui soit veulent les catcher, soit ils catchent déjà. Ils m'envoient des trucs là. Et puis voilà, sinon, voilà, comme d'hab, merci à tous pour le soutien. Et puis, on verra. Voilà, je te dis au courant, gros, s'il y a du nouveau, que ce soit niveau carrière ou quoi. Wrestling Clinic, ça sera mis au courant ta chaîne. C'est sympa. Bon, bah, merci Tom. Merci. Non, je parle. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer est-ce que tu veux dire un petit quelque chose pour les gens qui ont regardé la vidéo? Eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre fidélité. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les autres réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, à vous abonner, non seulement à Wrestling Clinic, mais aussi à tous les comptes réseaux sociaux de Mister Tom Laroufa. Et puis, ouais, dans la description, je parle. Et dans la description, mais il faut que tu m'envoies le lien, moi j'irai le chercher, sinon je mettrai donc mon premier combat en mai 2007 contre Tom Laroufa. On s'était échauffé dans l'arrière-boutique d'un Shopee, je me souviens, entre les vieux légumes et les cagettes, quoi. Ouais, mais j'ai la photo encore. Je dois l'avoir à traîner sur Facebook ou sur une vidéo. Sur ton Skyblog. Ouais, lutteur06.skyblog.com. Après, testosterone6.skyblog.com. Et ouais, et donc pour mes réseaux sociaux, les jeunes, donc c'est @Tom Instagram, Twitter, certifié, superstar. Et bon, Snapchat, je suis rarement dessus, donc ça sert à rien que je vous le donne. Voilà, principalement, c'est Instagram, Twitter, Tom tout attaché, LARU2FA, TOM avant, TOM, LARU2FA. Et Facebook, j'ai les deux, Tom Larufa profil et Tom Larufa page. Aimez la page, arrêtez le profil parce que je reçois toujours des demandes d'amis, mais j'ai 5000 amis depuis 2009, depuis 10 ans que j'ai ce profil, je peux plus accepter d'amis. Donc, aimez la page, j'en suis quoi, 2000 et quelques, donc voilà. Aimez plutôt la page sur Facebook, ça le fera. Quoi. Ça roule. Bon, bah, une fois de plus, merci Tom, merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.